Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets. Moi je suis en forme, en ce moment je suis en vacances et même en travaux. Je suis dans les enduits, les bandes à joints, le ponçage, tout ce qu'on adore. Alors après je le fais en famille, donc j'avoue que c'est un gros plus, parce que ça permet de partager du temps avec ses proches, donc j'adore ça. Et pour vous faire un petit retour sur le trail que j'ai fait, j'avais parlé d'un entraînement, d'une prépa, d'un projet sportif. J'avais évoqué sur le podcast et puis aussi sur les réseaux. En fait, ça faisait 3 mois que j'étais en prépa pour un trail qui fait 42 km et 1250 de dénivelé positif. Donc ça s'est bien passé. J'ai franchi la ligne d'arrivée. J'ai fait ça avec un copain. On a mis un peu plus de 5 heures, on a mis 5h22 exactement. C'était en semi-nocturne, on s'est perdu, donc au lieu des 42 km et 1250 de dénivelé, on a fait même 43 km et 1330. Donc tout s'est bien passé jusqu'au kilomètre 29-30. C'est vrai que tout se passait très bien, et arrivé au kilomètre 29-30, il y avait des dernières côtes là qui, je vous avoue, m'ont un petit peu cassé, et j'ai subi du kilomètre 30 au kilomètre 42 jusqu'à la fin. Donc ça pourra peut-être faire l'objet d'un podcast, mais on n'a rien lâché. Beaucoup de résilience, beaucoup de mindset, mais c'était trop cool. En tout cas, voilà. Et puis surtout, j'ai partagé ça avec mon pote Ben, que je salue au passage, donc c'était encore plus incroyable. Sinon, pour vous faire un petit retour sur les 2 derniers podcasts, donc il y a l'avant-dernier, c'était avec Yoni, ça vous a plu, aussi bien sa détermination que sa vision du métier de marchand de biens. Donc je le remercie à nouveau d'être intervenu dans le podcast. Et ensuite, concernant le podcast que j'avais fait seul, celui sur mon parcours, alors lui, carton plein. Vous avez été plusieurs à me l'avoir demandé, et là il est sorti, les écoutes ont pété, vous avez kiffé. Aussi bien les détails que les leçons, entre guillemets, que j'ai tirées de mon parcours. Je suis d'autant plus content que le but de cet épisode, et même du podcast en règle générale, c'était et c'est toujours de vous motiver et de vous prouver qu'à partir du moment où on a une vision, un objectif, une mission qui est claire, il n'y a pas 36 solutions, il faut se former, et surtout le plus important, il faut passer à l'action. Concernant le prochain épisode solo que je ferai, ce sera sûrement sur mon organisation au quotidien. C'est vrai que vous avez été plusieurs à me l'avoir demandé, savoir comment je m'organisais entre mon job de salarié, le sport que je pratique au quotidien, l'immobilier à gérer, le podcast, la vie de famille et tout le reste. Donc je programme ça, je suis en train d'écrire le script, et puis on verra quand est-ce que ça sortira exactement. Sinon, pour faire un petit peu le point sur les plateformes d'écoute, j'ai eu 2 notes de plus sur Spotify, donc on est à 29 notes, et une note de plus sur Apple Podcasts, on est à 28 notes. Les écoutes, elles continuent de grimper, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a de nouveaux auditeurs qui écoutent également le podcast, parce que je fais pas mal de vues, pas mal de lectures sur les tout premiers épisodes, donc ça fait plaisir. Voilà, je commence à toucher de plus en plus de monde. Merci à ceux qui partagent sur les réseaux et qui viennent me parler en privé. Je pense notamment à David, Vivital, Quentin, Nico, Geoffrey, Jess, Sacha, Michael, Léa, Marie, Cyril, Marco et Baptiste. Puis il y en a d'autres. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'insiste vraiment, mais je vous incite à aller noter sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify. Je vous incite aussi à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Tout ça parce que ça me permet de toucher de plus en plus de monde, et indirectement ça me permet d'aller démarcher de nouveaux invités qui seront toujours plus incroyables, parce que plus le podcast il fait d'écoute, plus il y a de notes, plus il y a d'abonnés, plus il y a de j'aime sur YouTube, plus la crédibilité est présente sur le podcast, pour toujours aller chercher des nouveaux invités. Donc je compte vraiment sur vous, et encore une fois je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous faites au quotidien. Et enfin, concernant le podcast du jour, j'ai reçu Marc dans le podcast, qui est l'associé de Baptiste, et Baptiste était passé, alors j'ai plus le numéro de l'épisode, mais il était passé dans le podcast. Alors Marc, vous verrez, il a un parcours incroyable. Il a travaillé quasiment 20 ans dans l'automobile de luxe, chez BMW et Jaguar.
il a occupé tout un tas de postes qui lui ont permis de grimper jusqu'au comité exécutif de chez Jaguar. Et puis en parallèle de sa carrière pro, il est devenu investisseur immobilier, il est devenu marchand de biens et il est devenu aussi entrepreneur. Donc il vous expliquera son parcours en détail. Alors vous attendez pas à avoir trop de détails sur la partie locatif et marchand de biens. C'est vrai que Marc avait un timing serré, donc on a fait comme on a pu. Par contre, vous allez être bluffé parce qu'il a un parcours salarial incroyable. Et puis à côté de ça, il a un mindset de fou, une résilience à mon sens qui est incroyable aussi. J'adore sa vision de l'entrepreneuriat et surtout sa vision de l'association. Qu'est-ce que ça lui apporte au quotidien et comment il s'associe, comment il continue de s'associer. Et puis aussi toutes les compétences qu'il a acquises dans le salariat. Il nous explique un petit peu comment il les transpose aujourd'hui dans son métier d'entrepreneur. Donc Marc, je te remercie à nouveau vraiment pour cet échange qui à mon sens était riche et axé sur le partage. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour qui j'espère vous plaira. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marc dans le podcast. Alors je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Salut Romain, merci de m'inviter. Alors avec Marc, on se connaît pas et c'est Baptiste qui est déjà passé dans le podcast qui me l'a recommandé. C'est vrai que j'ai fait un petit tour sur ton profil, j'ai accroché de suite et je me suis dit que c'est une très bonne idée de te faire passer dans le podcast. Bon, Donc, ça met de la pression, la recommandation, carrément. T'inquiète. Donc on va démarrer de suite. Marc, j'aimerais qu'en 1 minute, tu nous dises qui tu es, quel âge as-tu et que fais-tu ? En moins d'une minute. En moins d'une minute ? Bon, ça va le faire. Je m'appelle donc Marc Schlumberger, j'ai 42 ans. Je vis actuellement en région parisienne. Je suis né en Allemagne, j'ai pas mal bougé. J'ai habité également aux États-Unis. Ça, c'est parce que mon papa a bougé professionnellement. Okay. Aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai plusieurs entreprises. Auparavant, j'ai mené un petit peu une double vie, dans le sens où j'ai été une vingtaine d'années salarié. Et à côté de ça, j'avais monté des entreprises. Et il y a de cela 2 ans à peu près, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ma vie entrepreneuriale. Voilà. Et sur le plan plus personnel, je suis pacsé, j'ai un chat. Je suis fan de sport, c'est un besoin dans la vie. Je suis, on va dire, quelqu'un qui aime la performance et qui aime les relations humaines. Si je devais me résumer en quelques mots, et ça drive un petit peu tout ce qui est arrivé au cours de ma vie, tout ce qui a fait aussi que j'ai pris certaines décisions, que j'ai pris certains chemins. En résumé, c'est bien ça. C'est à la fois cette recherche de performance et puis cet amour aussi de l'échange d'une manière générale avec autrui. Ça a drivé beaucoup de choses dans ma vie. Ok, bon écoute, on va avoir pas mal de choses à se dire alors par la suite. Bon. Avec plaisir. Ensuite, Marc, avant qu'on déroule sur ton parcours, j'ai 2 questions qui sont communes à chaque invité. Mm-hmm. La première, j'aimerais que tu nous dises si tu as une ou des personnes qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi. Les premières personnes qui me viennent en tête sont mes parents. Je pense que c'est quelque chose que tu auras entendu, que tu entendras encore et encore, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est les premières personnes avec lesquelles on interagit et qui ont, faut pas le négliger, un impact énorme sur plein de choses, au travers de l'éducation, au travers de l'exemple qu'ils vont nous montrer, au travers de plein de choses. Donc mes parents qui sont des parents aimants, qui sont des parents qui ont su être présents et à la fois me laisser prendre toutes les décisions importantes de ma vie, qui ont jamais pris de décision à ma place. Donc ça m'a appris aussi la prise de responsabilité à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est très important et c'était une chance de ce côté-là. Okay. Et puis qui m'ont donné un équilibre. Je suis quelqu'un qui croit profondément en la recherche d'équilibre pour tout dans la vie. Que ce soit professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur les interactions qu'on a avec les gens, que ce soit même à de plus petits niveaux. Mais je crois beaucoup en cette recherche d'équilibre et je pense que la justesse de nos relations se joue beaucoup là-dessus. Donc les parents d'abord, et puis ensuite, au fil de la vie, la personne la plus impactante, je dirais aujourd'hui, c'est mon associé, c'est Baptiste que tu as eu sur ce podcast. Parce que c'est une rencontre qui est, on y reviendra certainement, mais parce que c'est une rencontre qui est exceptionnelle de par l'originalité de la rencontre déjà. Nous on s'est rencontrés sur Instagram.
Bon, Ok. moi, je découvrais Instagram. J'y étais depuis, je pense, quelques jours. Je découvre qu'il y a de la publicité sur Instagram puisque je vois des pubs arriver que j'ai pas demandé. Je suis pas un geek du tout, un fan des réseaux sociaux encore moins. Et je vois une publicité, je clique dessus. Et je vois que c'est sur un sujet. Alors je clique dessus parce que c'est un sujet qui me plaît, c'est un sujet autour de l'immobilier. Ils vendaient à l'époque un logiciel de calcul de rentabilité. Et puis je lui fais un message qui est pas un super message, dans le sens où c'est plutôt un Ah, message de gars qui doute et qui dit ouais, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé à ça. Et ça a été le début d'échanges et puis d'une super rencontre avec deux mondes un petit peu, je dirais pas du tout opposés, mais deux mondes différents. On vient de deux mondes ok. différents dans le sens où on n'a pas du tout eu les mêmes expériences de vie, on n'a pas du tout vécu dans les mêmes contextes de vie, donc et puis on n'a pas du tout eu les mêmes la même vie professionnelle non plus, donc ça a été vraiment une rencontre assez incroyable là-dessus et ça m'a marqué. Je pense qu'on reparlera de cette rencontre et de l'impact, mais ça m'a marqué profondément parce que moi j'ai le sentiment aujourd'hui, et bon, il déteste quand je dis ça, mais moi j'ai le sentiment d'interagir avec un génie aujourd'hui à côté, de prendre beaucoup de plaisir, que ça soit sur le plan humain. On est devenus très amis, hein, nos familles se connaissent, enfin on connaît Ok. les familles respectives, enfin ça va assez loin, c'est très particulier. Et on se nourrit, je pense que c'est ça la singularité de notre relation avec Baptiste, c'est qu'on se nourrit mutuellement. C'est-à-dire que on a des domaines d'expertise qui sont totalement différents, mais très complémentaires. Et c'est ça qui a Ok. fait la richesse de notre association aussi, et qui continue à la faire aujourd'hui. On a un respect mutuel pour l'un et pour l'autre, et qui s'est très vite établi, très naturellement, sans qu'on le recherche ni lui ni moi. Donc ça, c'est important. Et surtout, et ce qui est le plus difficile, hein, c'est une confiance qui s'est installée assez rapidement et qui s'est renforcée au fil du temps sur à la fois les choix de chacun, à la fois l'expertise de chacun, à la fois les valeurs humaines de chacun, et peut-être surtout ça, qui a construit une relation qui est une relation qui nous tire vers le haut et qui moi m'a vraiment bouleversé sur pas mal d'aspects, m'a remis en question sur certaines choses, m'a conforté sur d'autres aussi, et ça c'est incroyable de vivre ça, hein. Alors je trouve ça toujours réducteur de devoir citer et de hiérarchiser un petit peu les rencontres, parce que parfois une rencontre que tu fais au supermarché avec quelqu'un qui trébuche, que t'aide et que tu discutes 2 minutes, va t'impacter humainement beaucoup plus que tu ne Oui. le penserais sur le moment. Donc c'est toujours très réducteur. Maintenant bon, il faut bien lorsqu'il y a une question, il faut bien y répondre. Et à ce stade, en tout cas, c'est vraiment les personnes qui ont marqué Qui le ont plus plus ma vie. impacté. Et voilà. Et ma famille au sens large, je suis très famille comme garçon. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles on s'est retrouvé avec Baptiste. Et ça, c'est une priorité dans la vie et c'est une inspiration au quotidien. Ok, bah écoute, on aura l'occasion d'y revenir, mais hyper intéressant ton approche. Hyper intéressant. Et puis tu parlais, tu sais, du coup d'association et de pas mal de choses, notamment la confiance, etc. Et on dit souvent que l'association, en fait, dans le business, c'est comme un mariage. Donc du coup, tu faisais un petit peu le lien et moi je faisais le parallèle du coup entre et le mariage et du coup l'asso dans le business. C'est Tout à fait. hyper intéressant. Tout à fait. Et après, Ok, bon, si je veux conserver une relation heureuse à la maison, bien évidemment, là j'étais plus axé sur le business, le mindset, mais sur la vie au quotidien, la personne qui partage ma vie, bon, je pense que sitôt qu'on a quelqu'un à ses côtés, qu'on partage des choses, qu'on vit ensemble, qu'on construit certaines choses, qu'on a des souvenirs, bon, c'est ce qui est magique au quotidien. Et forcément que cette personne-là, même si elle est absolument pas présente dans le business, elle fait tout autre chose, euh, bah, c'est un impact au quotidien, et c'est quelqu'un qui également me tire vers l'eau, me fait évoluer au quotidien, a de part en plus cet éloignement de la partie business, a une vision qui est totalement, j'allais dire, euh, neutre sur ce ok, qui se passe. Elle émet pas de jugement. Elle émet uniquement des jugements sur l'impact que ça a sur moi et non pas sur les ouais, choses qu'elle peut voir autour. Et c'est ça qui est très sain dans la relation, c'est que ça te permet aussi de réaliser qu'il y a d'autres choses aussi que le business qui sont beaucoup plus importantes parfois, et de partager aussi des moments
que ça soit des moments de doute, que ça soit des moments d'euphorie avec quelqu'un au quotidien, ça c'est une chance et ça te fait évoluer également dans ta vie. Bah, totalement, ça te fait évoluer, ça te fait te remettre en question dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, je partage Tout à fait. ton avis en tout cas. Tout à fait. Ok, bah super intéressant. Et en découle du coup la deuxième question que je pose tout le temps aux invités. J'aimerais que tu nous dises, t'en as déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu nous dises les valeurs auxquelles tu tiens. Et voilà, ça peut être des valeurs qu'on t'a transmises ou des valeurs que tu as appris tout au long de ton parcours. Bon, la famille, c'est un point d'ancrage, clairement. Et de là découle pas mal de valeurs, je pense. J'ai évoqué la confiance. C'est quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement difficile à gagner, mais surtout à conserver. C'est beaucoup plus dans les actes que dans les mots que ça se joue. Et là, on sait que de toute façon, l'être humain est beaucoup plus habile dans les mots que dans les actes. Hein. Ça demande beaucoup plus d'efforts de se lever à 5 heures du matin tous les jours pour aller bosser que de dire ouais je le ferai avant de le faire, quoi. Donc bon, c'est normal. Donc la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est central pour moi. Je parlais de performance quand je t'ai présenté un petit peu moi ce qui m'animait. La performance, je pense que ça vient du fait aussi que j'ai eu la chance de pratiquer 2 sports à un certain niveau. Certains diront du haut niveau, bon, un niveau on va dire national. J'ai fait partie du top 100 français dans 2 disciplines, en squash et en tennis de table. Donc ça a été également quelque chose d'important puisque j'ai fait des choix de vie également à ce niveau-là. Hein. J'étais en ce qui s'appelait, parce que bon, j'ai quand même 42 ans, donc ça s'appelait à l'époque un pôle France. C'est une structure de haut niveau qui se situe lorsque tu es mineur avant l'INSEP. Donc quand tu es en dessous dans les équipes de France plus jeunes. Et j'ai fait cette expérience-là qui était une expérience incroyable parce que tu en apprends sur toi énormément. Hein. Tu quittes ta famille très tôt, c'est très dur physiquement, c'est très dur psychologiquement. Il y a une concurrence féroce. Et là, tu apprends beaucoup de choses. Je dirais que ça et les classes préparatoires que j'ai faites derrière, ça a été 2 moments où, au-delà même de ce qu'on t'apprend, de la charge de travail, tu te découvres vraiment. C'est-à-dire que tu sais un petit peu où vont être tes limites. Et elles sont beaucoup plus loin. Déjà, la première chose, c'est qu'elles sont beaucoup plus loin que ce que tu imagines au début. Ça, c'est vraiment une chose qui est assez marquante. On se découvre et on se rend compte qu'on peut faire des choses incroyables. Et donc, cette performance-là, ça a vraiment été un driver pour moi. C'est un booster. J'ai un esprit de compétition. J'aime ça. Et pour autant, et peut-être que c'est un défaut à côté, parce que on dit souvent à un moment, si on veut être très très performant, il faut savoir. Il y a certains il faut savoir écraser les autres. Moi, je suis pas doué dans ça. Je le dis ouvertement. C'est pas mon truc. Je dois être trop sensible comme garçon, trop. Pourtant, ma maman me dit que parfois je peux être très dur parce que je pense que il vaut mieux toujours dire une vérité qui est même difficile à entendre si ça permet aux gens de progresser. Donc ça peut être vu comme certaines être dur quoi parfois, mais au quotidien moi j'adore interagir avec les gens. Et d'ailleurs ça s'est vu moi au long de ma carrière. C'est ce qui a fait ma carrière professionnelle. C'est ce qui a fait les rencontres aussi que j'ai faites, et c'est ce qui fait aussi les domaines d'expertise que j'ai aujourd'hui, par exemple dans les associations que je peux avoir au travers de différentes entreprises. Donc je sais que c'est là-dessus que je prends beaucoup de plaisir, et je pense que c'est au travers du plaisir que tu excelles dans quelque chose. Oui. Exceller dans quelque chose où tu n'éprouves aucun plaisir, c'est très complexe. Donc cette partie-là, les valeurs humaines, d'une manière générale, alors les valeurs humaines c'est très large, tu vas me dire le respect, l'écoute, la compassion, l'empathie, il y a plein de valeurs comme ça, mais d'une manière générale, moi je pense que le conflit est rarement une bonne solution. Il peut l'être, mais de manière extrêmement temporaire. Ok. Voilà, une période de conflit temporaire où chacun réfléchit un petit peu à la situation. Je pense que c'est ok, c'est un passage, mais je suis absolument pas partisan, par exemple, du règne de la terreur. J'ai managé beaucoup de personnes dans ma carrière. Jamais, je me suis dit c'est le meilleur moyen d'en tirer la quintessence, quoi. Ça a jamais été vraiment comme ça. Peut-être que parfois j'aurais dû être plus dur, je dis pas, mais en tout cas j'ai eu l'impression déjà que les gens
que j'encadrais grandissaient, évoluaient, prenaient du plaisir, en tout cas la plupart du temps, c'est ce que j'avais l'impression de vivre, se sentaient respectés. Je pense que déjà, tu as fait une grande partie du job quand tu as envie de manager des gens, lorsque tu as ce sentiment-là de l'autre côté de la table. Après, est-ce qu'ils ont toujours été satisfaisants? Non, parce que tu peux jamais apporter, lorsque tu manages des gens, et encore plus quand tu as des grosses équipes, tu peux jamais apporter tout ce que les personnes attendent. Et puis, ce qui est encore plus difficile derrière, c'est de parfois avoir les discussions et de leur faire comprendre qu'en fait, ce qu'ils attendent, soit c'est pas vraiment ce qu'ils attendent, soit c'est inaccessible, soit c'est une mauvaise direction. Enfin, il y a des discussions qui sont des discussions plus dures, que tu dois mener à un certain moment. Et c'est en cela que je disais que parfois j'ai pu paraître certainement dur, mais avec le niveau de responsabilité qui monte, de toute façon, tu dois aussi, tu dois faire face à des discussions qui vont être plus difficiles à un instant. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est que c'est jamais sur vraiment la durée. C'est qu'à un moment, bon bah, t'as la discussion difficile. C'est un petit peu comme quand t'as une rupture sentimentale, comme quand tu dois licencier quelqu'un. Oui. C'est voilà, c'est un moment qui est complexe. Maintenant, il y a la manière de le faire qui joue énormément, je pense, humainement sur le cheminement de la personne après. Et ça, Exactement. c'est ta responsabilité en tant que manager, si tu manages cette personne, mais même, je dirais, en tant qu'humain, de respecter ça et d'avoir en tête ce genre de choses. Donc voilà, sur les valeurs qui m'animent, c'est je dirais centralement ces trois valeurs-là, famille, la performance et puis tout ce qui tourne autour des valeurs humaines d'une manière générale. C'est en intégrant la confiance, c'est vraiment important pour moi. Ok. Bah écoute, je te remercie. Puis du coup, on va continuer justement sur ton parcours. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as eu entre guillemets une double vie sur quasiment 20 ans. Mhm. Donc, tu as bossé principalement chez deux groupes. Je sais pas si on peut les citer. Bien sûr, il y a aucun problème. Ouais. De toute façon, c'est public. Sur mon Voilà. profil LinkedIn, tu peux tout à fait voir ça. Et tu tapes mon nom sur Google et tu tomberas sur des articles de presse. Donc, il y a aucun Voilà. problème. Donc, t'as travaillé chez BMW et chez Jaguar. C'est ça. Et puis en parallèle, du coup, tu as créé des sociétés, tu as investi dans l'immobilier, tu as fait un petit peu de marchand de biens. Ouais. Enfin, un petit peu. Tu as fait du marchand de biens. Mhm. Excuse-moi. J'aimerais que tu nous dises déjà sur ton parcours salarial. En fait, Ouais. qu'est-ce que tu as appris au travers de tes différents postes? Et si tu veux citer voilà un ou deux postes clés que tu as eu Ouais. au sein de ta carrière. D'accord. Alors, effectivement, il y a eu deux grandes sociétés, deux grands moments. Hein. Ça a fait une dizaine d'années chez BMW France. Donc, à chaque fois, c'était au siège social des deux grosses sociétés. Ok. BMW France d'un côté, qui encadre deux marques, hein, t'as Mini qui est dans le groupe également, et de l'autre côté, Jaguar Land Rover, puisque les deux marques appartiennent au même groupe où j'ai fait ça 8 ans, grosso modo. Ok. J'ai fait beaucoup de métiers. Pourquoi? Parce que j'ai toujours estimé que la richesse venait dans la diversité de ce que tu faisais. Et donc, là où tu as beaucoup de personnes qui commencent une carrière dans le marketing et qui deviennent experts, qui sont passionnés de ça et se disent, bah, voilà, je voudrais moi un jour être directeur marketing de la boîte. Voilà. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai fait de l'après-vente, j'ai fait du marketing, j'ai fait du B2C, du B2B, j'ai fait du conseil de gestion. J'ai touché un petit peu à tout, sauf les métiers très techniques. Mais Ok. c'est-à-dire la technique pure automobile, ça j'ai pas touché du tout. Mais ça m'a permis, si tu veux, d'avoir, moi je disais d'ouvrir déjà euh, ma prise de conscience sur les différents métiers dans cette industrie qui sont vraiment, je veux dire, quand tu fais du marketing dans l'automobile et que derrière tu fais du B2C, c'est pas du pareil. Ça a aucun rapport. Les enjeux sont pas du tout les mêmes, les budgets sont pas les mêmes, les skills qu'on te demande sont absolument pas les mêmes. Donc moi je me suis toujours éclaté à découvrir des choses et à me rechallenger. Donc ça c'était un premier point. Et puis il y avait un deuxième point, c'était stratégique aussi, c'est que je m'étais toujours dit, plus tu as de cordes à ton arc, plus tu seras éligible sur différents types de postes et les opportunités. Bah c'est sûr que si tu as un goal de te dire, bah moi je veux être directeur marketing de la boîte, ou alors en parallèle tu te dis, bah moi en fait finalement je suis éligible un jour à être directeur marketing ou directeur financier ou directeur commercial, bah, tu as plus de chances d'atteindre un des objectifs. Donc je m'étais toujours dit, Exact. je serais beaucoup plus bankable si j'ai diverses expériences, même si je dois repartir de zéro, même si j'y connais rien parfois, même si parfois c'est pas valorisant, parce que moi il m'est arrivé d'avoir des patrons qui m'ont dit mais ton choix de carrière là attends
t'es un expert du commerce, on a envie de t'avoir là, etc. Là, tu repars dans un autre truc de zéro. Pourquoi tu fais ça, quoi? Mais j'ai toujours suivi cette ligne. Ça m'a jamais, je me suis jamais accroché à la vie des autres là-dessus. Ok. Et puis bon, ça s'est quand même très bien passé hein, sur la carrière. Donc, je regrette absolument pas. Et ça m'a appris, déjà, ça m'a appris à repartir de zéro. Et ça, je dirais, c'est l'école de l'entrepreneuriat hein, quelque part. Hein, en étant salarié. Si tu repars de zéro, tu connais pas tes collègues, tu connais pas le métier, donc forcément, t'arrives, t'as les gens qui sont là depuis longtemps, qui parfois qui ont des comportements qui sont pas géniaux parce que tu leur fais perdre du temps. Tu dois composer avec, tu dois te faire apprécier, tu dois retrouver des créneaux de valeur, c'est-à-dire apporter de la valeur dans une équipe où finalement toi tu connais rien. Donc ça c'est très bien parce que ça te permet de repartir de zéro. Ça te permet de mieux comprendre l'entreprise parce que Ok. des grands groupes comme ça, je veux dire, c'est complexe. C'est une interaction de divers métiers avec différents types de skills qui doivent tous vivre ensemble. Et si tu veux accéder à des postes de direction, on va dire de direction générale derrière, on va pas te demander d'être un expert. On va te demander de comprendre les logiques d'entreprise et les gens qui sont en dessous de toi. C'est ça qu'on te demande. C'est pas d'être l'expert marketing, le directeur marketing. Je peux te garantir qu'il connaît 50% de moins de choses que la plupart de ses équipes. C'est pas ça qu'on lui demande. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose que je trouvais important pour se donner les moyens d'évoluer plus tard. Donc ça faisait partie aussi de mon plan de carrière D'accord. d'arriver à construire ça. Donc j'y ai pensé très tôt. Et puis j'avais tendance aussi à m'ennuyer un petit peu au bout de 2 ans à chaque poste. J'ai beaucoup bougé. Hein. Je dois le dire, il y a une certaine réussite dans la carrière parce que j'ai fait des bonnes rencontres avec mes patrons. Sur 20 ans de carrière, ça s'est passé qu'une fois mal avec quelqu'un qui me manageait et je suis parti d'ailleurs. C'est là que je suis parti de chez BMW. Donc D'accord. grosso modo sur 20 ans de carrière, c'est rien. Hein. Je veux dire un patron avec qui ça s'est pas bien passé, c'est que dalle. Et tout le reste, ça a été que du bonheur. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Je m'estimais chanceux d'être dans des groupes qui étaient de beaux groupes. C'est vraiment des groupes qui sont très intéressants, qui sont très bien structurés. Et ça, je le reconnais. Je suis loin d'être le genre de gars qui a tourné la page du salariat et qui crache dessus derrière. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est pas du tout l'état d'esprit que j'ai. Et donc, ça m'a appris également ça à le fait de repartir de zéro. Ça m'a donné aussi le goût d'entreprendre et c'est là que j'ai créé plusieurs entreprises et cette vision globale de l'entreprise m'a amené aussi à une réflexion très tôt, c'est que je me voyais pas vieillir en entreprise Ok. parce que j'observais autour de moi une chose que j'arrivais pas à accepter, c'est que à un moment les gens dans les grands groupes ne travaillent plus pour le groupe, ne travaillent plus pour leur équipe, ils travaillent pour eux pour durer. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, ils se disent bon, je vais peut-être pas prendre cette décision même si c'est la meilleure, mais par contre, je me mets un petit peu en risque et j'ai la cinquantaine, faudrait pas que je me retrouve sur le carreau vu mon niveau de salaire aujourd'hui dans cette boîte-là. Et, et ça c'est terrible. Et une fois que ça a été le traumatisme, je dirais, parce que moi vraiment, c'est là que je me suis posé la question qu'est-ce que tu peux faire et que j'ai commencé à investir en immobilier. C'est une réunion que j'ai vécue avec à l'époque j'avais mon patron avec moi et je vois un autre gars qui était chef de service prendre une décision mais contre le bon sens, contre la réalité du business qui va donner plus de boulot aux équipes, enfin, la décision que tu peux pas comprendre. Et à la fin de la réunion, j'ai posé la question au patron, je dis mais c'est un truc de dingue. Pourquoi il prend ces décisions? Ça n'a aucun sens. C'est pas. Et puis il m'avait dit, tu verras, tu comprendras quand tu auras son âge. Effectivement, il devait avoir 57, 58 ans. Fallait pas faire de vagues. Et il m'avait dit un truc drôle parce qu'il m'avait dit pas de couilles, pas d'embrouille. Et c'était assez marrant, je me souviens de cette petite anecdote. Et je m'étais dit ouais, je veux absolument pas me retrouver dans cette situation. C'est impossible. Je veux pas vivre ça. Ok. Et, Donc, et c'est là que j'ai eu le déclic pour me disant bon qu'est-ce que je peux faire. Et j'avais sur le plan personnel, beaucoup plus personnel, la famille était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et j'ai une situation familiale donc qui est extra. Hein. J'ai un frère, une sœur, tout se passe bien. Bon, ma sœur souffre d'un handicap mental
Et il y avait très tôt cette sorte de responsabilité future qui arrivera le jour où malheureusement mes parents seront plus de ce monde, de me dire il faut absolument que j'ai les reins assez solides et que je puisse préparer ça et que je puisse assumer ça et aider comme il faut ma famille. Et ça, quand tu es salarié, même si tu as fait une grande école, même si tu as un poste qui brille, même si tu es dans une grosse boîte, etc., je veux dire, l'ascension au niveau salarial, elle est lente. Enfin, moi je le dis, hein, et j'en ai recruté des gens qui sortaient d'HEC, de Polytechnique, à qui j'ai expliqué la vie, quoi. Je leur dis, les gars, oui, je sais ce qu'on vous a vendu en école, ouais. Je le sais parce que moi je l'ai fait aussi, donc je le sais. La réalité, c'est pas ça. Ça Et se passe voilà ce qui comme va se ça. passer. Et donc, il y a effectivement, c'est graduel. Et au début, je dirais, de la carrière, ça n'évolue pas vite. Les premières années, ça évolue pas vite. Après, c'est quand tu commences à prendre des postes managériaux. Ensuite, tu as les gros gaps quand tu montes au comité de direction. Et après, quand tu passes au comité exécutif, comme ça a été le cas à la fin pour moi, oui, là, ça change, tu changes de sphère. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Mais au début, moi, quand j'ai eu le déclic pour l'immobilier, je me suis dit, waouh, il va falloir que que je trouve quelque chose à côté pour gagner un peu d'argent, quoi, parce que je vais pas être riche en faisant ça. Et, euh, et ça a été très bien de me lancer dans cette activité-là et d'essayer de la comprendre, de prendre le temps, de l'aborder aussi, je dirais de manière structurée. Moi, j'ai fait de l'immobilier dès le début de manière structurée, en essayant de comprendre les marchés, en essayant de Ok. comprendre les méthodologies qui fonctionnent, les stratégies qui fonctionnent sur le long terme. Et dès le début, ça a été quelque chose que j'ai pas fait au doigt mouillé, si tu veux. J'avais conscience de plein de choses. Il y a des choses en immobilier qui sont implacables. Déjà, c'est l'argent que t'as. Tu l'as pas, tu l'as pas. Le domaine bancaire, c'est quelque chose d'implacable. Tu comprends très bien qu'il faut utiliser l'effet de levier. Tu comprends très bien aussi que l'effet de levier, il est pas infini. Donc, il C'est faut ça. essayer de l'optimiser puisqu'il est pas infini. Et ça, c'est des choses que j'ai très vite comprises. De la même manière sur comment trouver des bonnes affaires, comment optimiser son patrimoine, c'est-à-dire comment l'arbitrer au fil du temps. Très vite, ça c'est venu assez naturellement. Je me suis dit, je suis quelqu'un de très pragmatique comme garçon. Je suis pas un doux rêveur, donc je me rendais très vite compte. Je suis parti avec rien du tout en poche. J'avais 7 000 euros d'économie quand j'ai commencé. Voilà, donc j'ai dû faire des arbitrages, des choix et faire les bons choix pour pouvoir avancer vite. Et je voulais avancer vite. Donc c'est ce que pour revenir à ta question initiale, c'est ce que m'a amené aussi le monde du salariat, c'est d'avoir une structure, de comprendre intellectuellement un marché, et ça c'est Ok. véritablement important. Et sur les postes, on va dire les postes, je dirais clés, j'ai fait une bonne partie de ma vie sur la partie commerciale que j'ai adoré. J'ai adoré faire du B2B, discuter avec des entreprises, vendre, j'adore ça, et manager les gens dans ce domaine d'activité. Donc à un moment j'ai été directeur commercial pour le B2B sur Jaguar Land Rover pour la France. Ok. Donc ça m'a permis d'avoir là t'as pas mal de commerciaux qui interagissent sur ton business, hein. C'est plusieurs centaines de personnes qui sont en dessous, donc ça c'est intéressant, qui sont dans le réseau. Euh, Tu comprends aussi la politique, le poids de la politique dans les grands groupes, et ça a été vraiment important parce que tu comprends les gens, tu comprends les hommes quand tu dois faire de la politique interne. Je sais que ça débecte pas mal de gens. Euh, Moi au contraire, j'ai toujours trouvé ça intellectuellement intéressant. Plutôt que de me dire ouais l'autre il fait le lèche-cul, l'autre il machin, l'autre il truc, je me suis toujours dit à un moment c'est pas que ta performance pure qui joue, il y a ta performance relationnelle qui joue. Oui, Il y a tout à fait. comprendre l'environnement dans lequel tu interagis avec des gens, qui est une chose très importante pour ton évolution. Et j'ai été même admiratif de gens qui étaient, je pense, pas bons du tout dans ce qu'ils faisaient, mais qui avaient une capacité à se vendre incroyable. Mais je veux dire, c'est une qualité. C'est indéniable. On avait dit, j'écoutais d'une oreille les collègues qui me disaient, putain, lui, c'est vraiment le hold-up du siècle, il est nul, il est au comité de direction, mais il en fout pas une machin. Et j'avais mon autre partie du cerveau qui me disait, ouais, mais bon, il y est, quoi. Il y est, c'est ça. Enfin, lui, il est pas la machine à café en train d'en parler, hein. Il y est. Donc, à un moment, oui, il peut y avoir de la réussite, de la chance et tout, mais je dis, s'il dure, c'est qu'il doit pas être pas mauvais sur certains aspects. Donc ça c'est quelque chose qui m'a plu.
essayer de comprendre, de maîtriser ça aussi, parce que c'est un art. Hein. Il y a cet art aussi d'arriver. Il y a le savoir-faire et puis il y a savoir expliquer ce qu'on fait. Et t'as des gens qui sont très bons pour expliquer peu de choses qu'ils font, mais t'as l'impression que c'est extraordinaire. Et ça a été un point vraiment important. Et le deuxième poste, je dirais, qui a été clé pour moi, c'est certainement le dernier. J'ai eu la chance d'intégrer le comité exécutif de la boîte. Donc, en gros, pour résumer, je répondais au président en direct. J'avais un poste qui englobait pas mal de choses. J'avais la direction de tout le réseau. Donc, quand on parle de direction de réseau, c'est que je résiliais les concessionnaires pour la France, sur les 2 marques. J'avais la direction de toute l'image de marque, donc tout ce qui est les standards de représentation, ce qu'on appelle la franchise. Donc j'avais direction de ça, une partie du juridique également, une partie, enfin la formation également. Voilà, donc c'était les gros pôles qui étaient que j'avais en direction à l'époque au comité exécutif. Et là, ça a été bon, déjà parce que tu atteins ce niveau-là, tu te rends mieux compte en fait de ce qu'est une entreprise. Parce que quand tu es dans l'opérationnel pur, tu fais ta tâche et c'est normal. On te demande de faire ça, d'être performant sur ça. On te demande pas de réfléchir à plus long terme. On te demande pas de prendre des décisions qui seront des décisions en plusieurs bandes. C'est-à-dire, tu prends cette décision-là, tu sais qu'il va y avoir une cascade en chaîne de d'autres conséquences et tu la prends parce que tu espères que, in fine, ça donne un résultat. Et ça, tu prends de la hauteur d'un point de vue stratégique, d'un point de vue intellectuel aussi, parce que tu vois qu'aussi tes décisions, elles ont des impacts qui sont beaucoup plus importants. On mesure pas ça. Quand on est en dessous, moi je voyais, ça a été, quand tu commences à manager, tu commences à comprendre certaines choses. Quand tu passes à un niveau de comité de direction et que tu manages des gens qui managent des gens qui managent des gens, tu comprends encore un niveau. Et quand tu passes au level au-dessus, tu comprends les enjeux globaux de l'entreprise. Et donc tu arrives, je te donne un exemple très concret pour que ça soit parlant. Tu arrives à accepter que toi qui travailles sur le marché français, tu pèses absolument pas dans une entreprise qui est globale et que tu vas prendre des décisions qui sont pas les bonnes forcément pour le marché français, mais qui seront les bonnes au global pour l'entreprise. Pour le groupe. Et que ça compte plus. Et ça, c'est dur parce que un instant T, l'ensemble de ton écosystème, tu comprends que tu vas prendre des décisions qui vont pas le favoriser, ton écosystème quotidien, donc les gens avec lesquels tu bosses, les gens que tu manages, les gens qui te managent juste au-dessus. Mais il faut le faire parce que pour le bien de l'entreprise au global, c'est mieux. Et ça c'est dur. Ça, c'est dur. Mais il a fallu le faire. Tout comme là où j'ai beaucoup appris, j'ai eu l'occasion dans ce dernier poste de restructurer totalement le réseau. Qu'est-ce qu'on appelle une restructuration réseau? C'est que j'ai dû me séparer de près de 40% des partenaires qu'on avait sur le réseau. Ah oui. Donc, faut comprendre ce que ça veut dire. C'est que tu annonces à des gens dont c'est la vie. Hein. Un mec qui est concessionnaire, qui a plusieurs concessions, il a un groupe, c'est sa vie. Hein, il vit de ça. Souvent, il vit très bien de ça depuis très longtemps. Et toi, parce que tu as ce pouvoir-là, à ce poste, tu vas lui dire, écoute Romain, il y a ta famille qui vit là-dessus depuis 20 ans, ton fils, il voudrait reprendre machin, mais ça va pas être possible. Parce que j'ai décidé que ça serait pas possible. Donc, ça va s'arrêter. Et je vais, en gros, entre guillemets, t'interdire de commercialiser les 2 marques, c'est fini. Et ça, c'est dur. C'est des choix qui sont durs parce que tu dois prendre des décisions qui vont impacter profondément les gens et prendre des décisions qui sont essentielles pour la pérennité du réseau. Parce que quand tu es directeur d'un réseau, moi, j'estime que tu as la responsabilité sur le long terme de la pérennité de ce réseau. Tu as la responsabilité de la rentabilité de ce réseau. Et pour qu'un réseau soit rentable à un moment, parfois il faut l'étendre, c'est normal, hein, ça arrive. Parfois il faut faire l'opposé. Et puis faire l'opposé, ça veut dire se séparer de gens. Et ça, autant avant ça, j'avais licencié des collaborateurs, ça m'était arrivé. Autant quand tu te sépares d'un partenaire comme ça, d'un investisseur, les impacts financiers, c'est pas du tout pareil. Je veux dire, pas les mêmes, hein. C'est pas du tout la même chose. Et puis les impacts humains. Dans la structure, il y a peut-être 50, 100 personnes. Donc et quand tu multiplies ça par le nombre de personnes à qui tu dois annoncer cette nouvelle-là, parce que ta stratégie que tu as pensée à long terme,
eh bien, elle impose ce type de décision. Là, t'en apprends beaucoup. Et puis, tu te retrouves en face d'interlocuteurs d'un certain niveau. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec des gens, en général des investisseurs de concessions automobiles. C'est des gens qui ont plusieurs business. Hein. Tu peux avoir des gens qui font que de l'automobile. Ça devient de plus en plus rare parce que les besoins en fonds de roulement sont tels que tu peux pas te permettre d'avoir que ce business-là. C'est très compliqué. Donc, je me suis retrouvé à la table à avoir des discussions avec des gens dont le business faisait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ah ouais, ouais putain, énorme. Donc, c'est la prise de hauteur que tu dois prendre avec ce type d'interlocuteur. Bah forcément, c'est pas la même que lorsque tu vas et en respectant chacun. C'est juste que c'est pas le même monde que lorsque tu vas devoir licencier 3 personnes dans ton équipe. C'est pas pareil. T'as pas le même discours. T'as pas les mêmes sujets de discussion. Donc, ça m'a appris beaucoup. Encore une fois sur l'humain, ça m'a permis de gagner en expérience, de gagner en confiance en soi aussi, parce que t'apprends sur toi hein, dans ces moments. T'es challengé. Hein, c'est ce type de personne avec ce type de résultat. Bon bah voilà, c'est pas c'est un autre monde. Et ça a été une vraie expérience et sur le plan humain, ça a été incroyable. J'ai interagi avec un président qui m'a nommé à ce poste-là un peu contre vents et marées alors que j'avais même pas 40 ans, qui était une révolution pour la boîte. Hein. C'était vraiment c'était inédit pour la boîte. Et ça a été humainement la responsabilité qu'il a prise en faisant ça. Moi, j'étais admiratif, je le suis toujours. D'ailleurs, j'ai toujours de très très bonnes relations. J'ai déjeuné avec lui la semaine dernière encore. Très bonne relation avec lui. Je me suis dit ça, c'est des mecs. Alors tu me diras oui, mais il est président quand même. Ouais, les mecs prennent leurs responsabilités. Crois-moi, même à ces niveaux-là, pour aller contre ton patron, contre les avis internes, contre les gars qu'on essaie de te placer, etc. Parce que toi, t'es persuadé que ça le fera mieux avec ça, mais tu prends la responsabilité de si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est rare. C'est rare. Et donc, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable humainement. Et ça a été, lorsque j'ai pris la décision de quitter justement le monde du salariat, lui annoncer a été quelque chose de très dur. Ça a été des larmes, ça a été très dur. Alors même que c'est moi qui prenais la décision, je veux dire. Hein, mais c'était dur parce qu'il y avait tout ça. Donc voilà, sur cette période de vie de salarié, ça m'a vraiment façonné, ça a nourri ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, dans mes rôles dans les diverses entreprises où je suis associé, dans mes entreprises personnelles, ces 20 ans d'expérience ont un impact majeur. Majeur. Tu peux pas acheter ça. Ça n'est pas possible. Je sais que souvent on aime bien, les gens adorent que tout soit blanc ou noir. C'est-à-dire de dire ça c'est génial, ça c'est nul. C'est le jeu de la vie. Les gens adorent ça. La réalité, c'est que tout est gris. Hein. C'est comme quand tu te maries et que tout est beau le jour du mariage et puis pendant le voyage de noces, et qu'après la vie te rattrape parce que t'es fatigué par le boulot, donc t'es un petit peu plus irritable, et puis il y a des périodes de conflits à gérer ponctuellement. Mais ça, c'est la vie. Et en fait, tout est comme ça. Tout est comme ça dans la vie. Et il faut accepter que le gris, c'est la vie. C'est comme ça. Et essayer, bah oui, on va essayer de l'éclaircir au possible, mais que ça sera parfois très compliqué. Et le monde du digital, alors je dis le monde digital, on va faire mieux. Le monde de l'entrepreneuriat et le monde du salariat, je vois quotidiennement des gens qui opposent ça. Pour moi, c'est une stupidité. Oui, t'as plein de choses en commun. C'est plein de choses. C'est mal comprendre la vie. C'est-à-dire, tu as des choses très bien d'un côté, très bien de l'autre. Nous, la vision qu'on a eue avec Baptiste, c'est de se dire, alors que lui-même, et c'est là où je reconnais une maturité incroyable du bonhomme, c'est que on s'est rencontrés, il avait 21 ans. Et déjà à cet âge-là, il s'est dit, en fait, tout n'est pas rose, alors qu'il a été entrepreneur depuis ses 18 ans. Il a connu que ça. Mais il s'est dit, il y a le meilleur des deux mondes à prendre, et si on le créait tous les deux. Et c'est comme ça qu'est née notre association. C'est comme ça que c'est né. En se disant, il y a des choses, je sais que le monde de l'entrepreneuriat, du digital, puisque nous, on est dans le digital pour ça,
il y a de bonnes choses à prendre. Et dans le monde du salariat, le monde des multinationales, il y a de bonnes choses à prendre parce que souvent, en fait, et les gens dénigrent ça un petit peu. C'est la tendance en ce moment. C'est vraiment parce que bon, il y a eu l'explosion aussi du nombre de micro-entreprises qui se sont créées. On parle beaucoup plus de burn-out qu'avant, alors que je pense qu'il y en a autant qu'avant, mais seulement on en parle beaucoup plus aujourd'hui. C'est tout. Je pense que c'était vrai avant aussi. Et on tire un petit peu sur ces gros mastodontes, ces multinationales. Si on regarde un petit peu en arrière, je peux te dire que c'est un sacré confort quand même. Je veux dire, moi, je me levais pas le matin en me disant est-ce que BMW est toujours debout ? Je me posais pas la question. Est-ce que je vais avoir mon salaire en fin de mois ? Je me posais pas la question. Est-ce que même, deux approches totalement. J'en viens même, c'est plus loin, c'est que moi, j'étais persuadé que les entreprises pour lesquelles je bossais gagnaient de l'argent tout le temps. Je me disais, bah oui, non, ça gagne de l'argent. Je me pose pas la question. Je me dis pas que ça va être la banqueroute demain, quoi. Quand t'es entrepreneur, c'est un petit peu différent. Le quotidien, il est peut-être un petit peu moins rassurant pour certains. Mais la contrepartie, c'est qu'il est plus enthousiasmant. Oui, bah oui. Mais c'est comme tout. Je crois savoir que tu connais bien le milieu bancaire. Oui. C'est comme quand un client te dit moi, je veux gagner gros, mais je veux pas de risque. Bref. Pas de désolé. Risque, pas de rendement. Désolé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ben voilà. Et c'est vraiment, je crois profondément en ça. Et c'est, tu vois, j'essaie de cette logique-là du gris. J'essaie de l'amener même dans les échanges que j'ai avec les équipes encore aujourd'hui, d'essayer de comprendre pourquoi à un moment quelqu'un devient moins performant, comprendre pourquoi à un moment quelqu'un devient irritable, ou comprendre, à contrario, comprendre pourquoi quelqu'un est dans une période d'euphorie, d'ultra performance. Et c'est ça qui est intéressant à étudier. Parce que tu essaies justement d'éviter peut-être ces moments où tu te rapproches plus du noir et d'essayer de maximiser les moments où on tire vers le blanc. Et notre rôle, en tout cas, nous, dirigeants d'entreprise aujourd'hui, et je sais que je le partage totalement avec Baptiste, c'est ça notre rôle. C'est d'arriver à créer l'environnement qui soit le plus propice possible à la performance. Ça, c'est notre rôle. Okay. Et ça passe par des décisions qui sont à la fois des décisions, par exemple, parfois d'ordre plus technique. Est-ce qu'on va utiliser l'IA ou pas pour telle tâche ? Oui, non. Ok, ça c'est plus des choix d'ordre technique. Parfois, ça va être des choix d'ordre humain. Est-ce que on recrute tel type de personne qui va devoir s'intégrer dans tel type d'équipe ? Moi, c'est une des décisions, la première décision que j'ai prise lorsque je me suis mis full-time avec Baptiste et que sur une de nos entreprises, j'ai la direction exécutive de tout ce qui se passe. La première décision, ça a été de se séparer du meilleur commercial. Okay. Alors que là, tu te dis, bon sang, c'est fou. Mais dans la vision long terme que j'avais et que Baptiste partageait, c'est de dire l'écosystème qu'on crée avec un élément qui prend autant de place, qui partage aussi peu ses expériences avec les autres, il n'est pas propice à l'épanouissement général. Alors oui, au début, bien sûr que tu perds au début. Bien sûr. Mais tu crées de l'espace pour les autres qui vont se développer. Ça, c'est important. 2, tu crées un état d'esprit qui est différent et qui va pousser les gens peut-être à s'entraider. Ça, c'est également différent. Et puis, il y a quand même la phrase que tout le monde a en tête, que personne n'est irremplaçable. Personne. C'est comme ça. C'est la vie et c'est comme ça. Donc, mais je veux dire, là aussi, je lui tire mon chapeau. Alors, je vais arrêter de lui lancer des fleurs, mais tu te mets à la place d'un gars qui a une boîte qui a 23 ans, 24 ans. Bon, la boîte marche bien. T'as un de tes meilleurs commerciaux, il fait quasiment la moitié de ton business. Là, on parle d'un business quand même en plusieurs centaines de milliers d'euros que le mec rapporte. C'est pas, je parle pas d'un gars qui vend quelques milliers d'euros. Non, c'est des vrais gros chiffres. Et là, t'as un mec qui arrive qui dit, écoute, moi j'ai une vision, on va se séparer de ce mec. Mais t'inquiète pas. ça va le faire. Et avoir la maturité de se projeter, de faire confiance aussi, parce qu'il y a une partie aussi de confiance, de dire ok, voilà. Ouais, ça c'est difficile.
Ça c'est difficile, vraiment. D'être entrepreneur et de se dire, mais on va intégrer des choses d'un monde que les entrepreneurs, à la fois, c'est très drôle parce que moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai été invité à des conférences, à intervenir dans des conférences où il y avait des entrepreneurs et où j'ai vécu cette double sensation de, t'as une sorte d'admiration parce que les gens, alors l'admiration, je te rassure, hein, c'est très simple, c'est ton titre, la marque pour laquelle tu bosses. Voilà, je t'aurais dit, j'étais directeur Europe de Dacia, ça valait 10 fois moins que directeur du réseau Jaguar. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est la vie, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'avais ce sentiment dans leurs yeux, t'as de l'admiration, mais en même temps, ils se rassurent, ils se disent, ouais, enfin bon, salariat quoi. Moi, je suis entrepreneur. Voilà. Et et ça, vraiment, quand on ici, bon, on se marre avec Baptiste là-dessus parce que je dirais que on a un avantage concurrentiel énorme sur les autres, tant que les autres comprennent pas ça. Incroyable. Et c'est ce qui fait en fait la performance, je pense, de aujourd'hui ce qu'on entreprend. Et ça se joue là-dessus, d'accepter que faut arrêter avec l'ego, c'est bien pour plein de choses, pour t'emmener plus haut, etc. J'ai pas de problème. L'ego, c'est très bien, mais l'ego, c'est le pire risque qu'un entrepreneur peut avoir. C'est terrible. Et c'est ce qui est magique dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est à la fois ta plus grande opportunité, ton plus grand risque. Exactement. C'est ça qui est fou. Et on en revient, je reboucle avec ce que je te disais au début. C'est cette recherche d'équilibre qui est essentielle. C'est arriver à équilibrer les choses. On équilibre le blanc, le noir. On équilibre l'ego pour pas que ça nous emmène dans le mur. On équilibre les relations que l'on a avec ses équipes parce que si tu donnes trop d'attention à l'un, il y a l'autre qui va se sentir dévalorisé. L'équilibre dans la vie, c'est la chose la plus difficile à avoir, mais lorsqu'on l'a, je trouve, une chance incroyable. Ce qui est triste, c'est que malheureusement, les gens ont du mal à accepter de ne rien faire parfois lorsque un équilibre a été trouvé. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté de toujours être dans l'action en se disant, mais moi, je vais être dans l'action, je veux changer ci, je veux changer ça. Mais la réalité, c'est que parfois, ça, c'est très souvent avec les équipes, je leur dis, j'ai des gens qui sont extrêmement performants, des personnes, j'adore, moi, les gens que j'ai autour de moi. Alors, heureusement, parce que c'est moi qui les ai recrutés, donc ça serait con de dire le contraire, mais je veux dire, ils m'apportent beaucoup au quotidien, j'adore le quotidien avec eux, et très souvent, l'arrivée de la performance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, amène plus de questions que lorsque tu performes pas. C'est-à-dire tu performes et à un moment, ils remettent tout en question parce qu'ils voudraient aller au-dessus, parce que, etc. Ils ont du mal à accepter que il faut parfois, pour continuer à performer, ne rien changer. Continuer à appliquer le même process. C'est ça. Continuer à utiliser les mêmes méthodes. Tout ça, c'est difficile. C'est avec l'expérience que t'apprends ça parce que tu l'as vu, tu le vois, tu le revois, tu te dis, mon sang, je comprends par quoi il passe, la période par laquelle il passe. Quand tu as été commercial, j'ai été commercial comme pas mal de temps sur du B2C, sur du B2B. Je sais bien les erreurs que j'ai pu faire. Tu veux toujours te réinventer, tu veux toujours être le premier innové, tu veux toujours... Oui, ça fait partie, la curiosité intellectuelle est une bonne chose. Et mon rôle maintenant, je le vois, c'est d'arriver à faire le tri pour eux. Je fais le tri de tout ce qui se passe dans leur tête, qui me balance et je leur dis, ok, ça, effectivement, t'as raison, et essayons ça, ou ça, arrête. C'est pas la bonne direction. Donc voilà, pour te répondre, j'ai pris beaucoup de temps là-dessus, mais ça me semble être important pour le coup. À mon sens, t'as un parcours, tu vois, riche d'expérience qui fait que t'en es où t'en es aujourd'hui, tu vois. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Je trouve ça incroyable. Mais écoute, merci pour ce partage-là. Et maintenant, on va découler du coup sur tout ce que tu as fait un petit peu en immobilier et aussi ton association et tes diverses associations. Ouais. Donc, t'as fait du locatif en parallèle de tes divers jobs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner ta première opération? Juste voilà, par quoi tu as démarré, comment tu t'es fait financer
et un ordre d'idée de ce que tu as pu avoir aujourd'hui sur Bien ton sûr, parc. bien sûr. Alors, c'est très bien de le mentionner. Moi, j'ai commencé par du locatif, hein, qui est un petit peu, tu te mets le pied à l'étrier, tu comprends l'immobilier. Bon, il y a des gens qui commencent par leur résidence principale. Ça n'a pas été mon cas. J'ai commencé par le locatif. C'est la suite de ce que je t'expliquais. Le petit déclic en me disant, il y a 2 points. Un, je veux pas vivre ce que le mec là vient de me faire vivre, à prendre des décisions horribles pour l'entreprise, donc ça je veux pas. Et 2, la responsabilité au niveau familial à terme. Voilà, c'était les 2 drivers. Première opération, et c'est une première expérience très déceptive, puisque je vais visiter un bien. Donc j'avais fait d'abord comme je t'avais dit, structuré. Étude de marché, j'étudiais tous les biens, je les avais mis dans un fichier Excel, je suivais l'évolution des prix, je suivais l'évolution de est-ce que c'est toujours en vente, pas en vente. Enfin bref, j'avais fait le truc structuré, vraiment proprement, sur une toute petite zone. D'ailleurs, au passage, ça fait moi 15 ans que j'investis dans une zone qui fait 10 km². Et on m'a toujours à chaque dit, fois la même. toujours. Et on m'a toujours dit, depuis le début, hein, on me dit, non, mais monsieur Schlumberger, il y a rien ici. Il y a rien. Bon, a priori, il y a assez pour que j'en vive correctement. Donc, tant mieux. Donc, la première opération, je fais mon analyse de marché, je suis carré, je connais les prix sur le bout des doigts, je connais tous les secteurs, je connais toutes les rues, je connais tous les quartiers, pas de problème. C'est à 5 minutes de chez moi, j'y vais à pied. Je visite le truc, on est plusieurs à faire la visite. On est quatre, je crois, à faire la visite. L'appart est super. C'est bradé. Quelqu'un s'en sépare après l'avoir gardé pendant très très longtemps, donc il a aucune notion des prix du marché, etc. Et je me dis, putain, génial ça, c'est génial et tout. J'ai aucun doute. Je sais pas comment je vais financer, je me pose même pas la question. Moi. Je me dis, ah ouais non, ça, je m'étais dit de toute façon. Mais t'es dit, à partir du moment où tu auras un projet intéressant, je trouverai les solutions pour le faire financer parce que je le vendrai. J'avais cette confiance de me dire, non, mais je vendrai le truc. Ça va le faire. Je vais le vendre. J'ai les chiffres, c'est appuyé, c'est carré. J'ai une belle histoire à raconter, ça va le faire. Et donc, la visite se termine. On se retrouve devant le bâtiment avec les 4 personnes et je dis, moi, j'étais novice, quoi. Je dis au gars de l'agence, je lui dis, comment ça se passe? Bah, il dit, bah, si vous le voulez, c'est au premier qui fait l'offre, voilà, qui l'aura. Ok. Je me mets à courir jusqu'à chez moi. Je pars en courant. Je pars en courant. Énorme. Autant dire qu'en 3 minutes, je suis devant mon ordinateur, je fais l'offre. Et 2-3 heures après, le mec m'appelle, me dit, bah écoutez, vous êtes le premier, sans surprise, vous avez fait l'offre et tout, au prix, tu vois, machin et tout. Ok, super. Super, dis donc, bah, les étapes d'après, signature de compromis, voilà, il m'apprend la vie. Très bien, ok, très bien, très bien. Le lendemain matin, j'ai un appel du même gars et il me dit, voilà, oh, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et ah bon, ouais, vous allez pas, c'est pas vous qui allez acheter l'appartement. Je dis, mais comment ça, vous m'avez dit que la règle, c'était le premier qui ta. Il me dit, ouais, mais il y a quelqu'un qui achète cash, il achète comptant, mon directeur d'agence, il me dit que bah il préférera ça, c'est plus sûr, blablabla. Enfin bon, bref, il m'explique que ça va pas le faire. Moi, je lui fais part de ma déception. Je lui dis, mais déjà commercial à l'époque, etc. Je lui dis, bah écoutez, j'espère que il y a une autre opportunité qui arrivera et tout. J'aimerais vraiment bien. Merci encore de m'avoir appelé. Je le valorise. Je lui dis, bah c'est hyper sympa et tout de me rappeler, blablabla. Et puis bah le relationnel a fonctionné. Il m'a appelé pour un truc encore mieux après. Et j'ai acheté mon premier bien peut-être 2 semaines après. Un bien off market. Donc je découvrais l'off market. C'est-à-dire que là il me dit, écoutez, c'est simple. Personne va le visiter sauf vous. Il est pas en agence, il est rien du tout. Je le rentre. Venez le visiter. Si vous le voulez, vous inquiétez pas, c'est bon pour vous. Et j'ai découvert la puissance du off-market qu'on développe aujourd'hui avec Baptiste sur la société Stratégie Immobilier, qui est un des piliers vraiment de notre approche, on va dire, au niveau de l'immobilier. Et ça a débuté comme ça, investissement locatif, je le garde 1 an et demi, les locataires partent, et là, ce truc-là, alors entre-temps, j'ai eu un petit peu la folie des grandeurs, je me suis dit, oh bah ça a bien marché, la banque m'a prêté, oh bah je vais trouver d'autres trucs bien. Et donc j'ai acheté un deuxième truc, je me suis engagé sur un deuxième truc que j'ai réussi à financer. C'était des petits montants, hein. C'était le premier,
Le premier, on devait être autour de 120, 130. Non, le premier, pardon, on était autour plutôt de 70, 80 000 euros. Et ensuite, le deuxième, plutôt 120, 130 000 euros. 120, 130. Et en fait, très rapidement, je me suis projeté de me dire, ouais, mais pour grandir, il faut avoir un petit peu plus d'argent pour mettre plus d'apport, pour grossir, etc. J'ai arbitré très vite mes biens. C'est-à-dire que je revendais, j'avais pas d'affect avec les biens. Je revendais, je faisais de la cosmétique pour le revendre mieux. Donc, je comprenais aussi qu'il y a les attentes de marché. J'ai très vite, je me suis dit, non, mais que veulent les gens? Je me mettais à la place des gens. Les gens, ils veulent du clé en main. La plupart des gens veulent du clé en main. Ils veulent pas faire de travaux. Ils veulent un truc qui est joli à l'œil, voilà, qui présente bien. Donc, je crée une offre irrésistible pour que les gens, l'achètent, quoi. Et l'achètent un peu plus cher que le prix du marché parce qu'ils se disaient, bon, j'ai pas de travaux à faire. Et c'est comme ça, en fait, que mon goût pour la revente aussi est né petit à petit et que j'ai construit cette expérience. Donc, j'ai commencé comme ça, petit. Donc, au début, revendre, tu gagnes 15 000 euros, t'es hyper content. Ensuite, tu gagnes 20 000, 25 000, et puis t'es encore plus content. Et puis, systématiquement, je réinvestissais. Et puis, voilà, j'ai continué dans du locatif comme ça. Et puis, à un moment, est né le goût vraiment de l'achat-revente. Et puis, une rencontre a vraiment pour le coup changé un petit peu ma vision et m'a fait me professionnaliser. C'est que j'étais dans le cadre d'un achat de local commercial. Ok. Je rencontre un couple de jeunes retraités. Je connais pas du tout. On discute du truc, et puis finalement on se met d'accord sur la vente, et puis chose peu banale, on se lie d'amitié, et j'apprends que c'était des monstres de l'immobilier, plus de 1000 logements créés, donc c'était des promoteurs immobiliers, 600 opérations de marchand de biens, c'est des monstres, quoi. Et eux me disent, mais pourquoi tu crées pas ton entreprise marchand de biens? Mais tu sais faire, tu nous parles de ci, de ça, etc. On a interagi avec toi, on n'a jamais fait, c'est la pire négo de notre vie sur 1000 logements. Ils disent, c'est la pire négo de notre vie. Enfin, c'est la meilleure pour toi, mais la pire pour nous. Donc, crée ton entreprise marchand de biens. Et moi, alors, et je l'ai fait en toute transparence avec mon employeur aussi. Donc, en disant, voilà, moi, je voudrais créer une SAS de marchand de biens, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais et tout. Bon, oui, ok, très bien. J'avais des SCI avant, des sociétés civiles immobilières pour l'investissement avant. Et j'ai créé cette entreprise de marchand de biens basée sur vraiment les fondamentaux que j'avais construits petit à petit au travers de mon expérience dans l'immobilier, à savoir la création d'un réseau off-market, donc l'importance de bien acheter au travers de ce réseau off-market, la connaissance de marché également, et puis arriver à créer des produits qui soient irrésistibles pour les vendre le mieux possible. Et je me suis lancé là-dedans. La première opération est exactement ça, c'est-à-dire que je connais le marché, c'est à nouveau dans les 10 kilomètres. Je l'ai en off-market. Il y a peu de travaux, mais des travaux importants, notamment des travaux qui sont importants visuellement sur l'extérieur, mais c'était pas décisif à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai pratiquement rien fait. Vraiment rien. J'ai refait une salle de bain, c'est tout. Mais en revanche, j'ai abattu beaucoup d'arbres parce que ça empêchait d'avoir une vue dégagée, et les gens qui achètent ce type de biens, je savais qu'ils achetaient aussi pour l'extérieur, pour avoir un espace de vie qui se prolonge à l'extérieur. Et j'avais toute ma petite stratégie. J'ai toujours raisonné en cible, moi. La cible client. Ok. J'adapte en fait ce que je fais à la cible client que je vise. Là, je visais, par exemple, une famille recomposée. Pourquoi ça? Parce que c'était une maison qui avait 6 chambres. Et je me disais, il y a très peu de gens qui ont 5 enfants, à part les familles recomposées. Donc, je visais une famille recomposée. Je m'étais dit, OK, une famille recomposée, elle est en train de recréer une histoire. Elle recrée une histoire, donc elle voudra mettre sa patte dans l'intérieur. Forcément. C'est pas le jeune couple qui arrive, qui a pas d'argent et qui se dit, oh, un truc nickel, décoré, machin, c'est génial. Non. Donc, je leur dis, l'intérieur, il n'y a pas de débat. Je vais leur laisser aussi la place pour pouvoir créer leur nouvelle histoire. Mais l'extérieur, là où les enfants doivent jouer, là où il faut qu'ils puissent se projeter. J'ai fait que ces travaux extérieurs. Et cette première opération, ça a été hyper rapide, 3-4 jours, 5 jours de travaux peut-être en tout, quoi. Parce que l'extérieur, c'était assez long. Et j'ai généré 82 ou 83 000 euros de plus-value sur cette opération-là, qui était un achat qui était pas très coûteux. C'était en dessous de 250 000 euros. Je sais plus exactement les chiffres, mais c'était sous 250 000 euros. Et concernant justement cette première opération, ouais. Donc du coup, tu t'étais fait un petit peu la main sur le locatif où justement tu disais que tu achetais, tu revendais pour pouvoir derrière réinvestir. Je faisais des arbitrages quand les locataires partaient notamment. Ouais.
Ok. Et du coup, pour cette première opération, est-ce que tu n'as pas rencontré des freins ou des blocages au niveau de la banque pour te faire financer? Ou est-ce que tu l'as financé, toi, de Non. tes fonds propres avec tes achats en Ah non, non, route? non, 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 la banque. La banque, un prêt en marchand de biens. Donc les prêts en marchand de biens sont différents des prêts qu'on réalise pour du locatif. Hein. Ce sont des prêts in fine. Donc on te prête l'argent et pendant une période de 2 ans, en général, hein, tu dois les rembourser au bout de 2 ans. Et pendant cette période de 2 ans, tu as des intérêts que tu payes de manière trimestrielle, mais tu rembourses pas de capital. C'est-à-dire qu'on te prête 200 000 euros, on te dit rendez-vous dans 2 ans, vous me remboursez les 200 000 euros, et entre-temps, sur cette période-là, tu as des intérêts Tu as des qui intérêts? tombent, qui sont à régler. J'ai financé, j'ai fait j'ai eu l'apport. Moi, mais il m'avait expliqué, hein, les personnes que j'appelle des mentors, hein, pour moi, il m'avait dit très clairement, on va te demander 20 à 30% d'apport, notamment sur une première opération, parce que tu vas présenter ton opération. Moi, la banque est venue, hein, sur le projet. Ils se sont déplacés, ils ont vu le projet. C'était la division professionnelle de cette banque qui est venue. J'ai vendu mon projet. Ils ont validé le projet avec un apport, je crois, autour de 25%. Et puis, le reste a été financé. Et en fait, je comprenais une chose très rapide aussi, c'est que la rentabilité de mon opération dépendait également de sa rapidité. Ok. Moins de temps je détenais ce bien, et plus j'étais rentable, moins je payais d'intérêt. D'intérêt à la banque, c'est ça. Et plus vite, tu pourrais réinvestir sur d'autres Exactement. projets. Ok. Exactement. Donc non, non, financement immédiat sur ça. Le projet, j'avais les analyses de marché, j'avais des estimations de revente, j'étais très carré, hein, vraiment. Pour le coup, c'est ça, c'est que le salariat m'a appris ça. Le nombre de slides que j'ai fait dans ma vie, je pense que Ça t'a aidé. si j'en ai pas fait 100 000, j'en ai pas fait, quoi. Enfin, et ça m'a aidé à structurer tout ça. Et c'est ce qu'aujourd'hui on partage en fait aussi comme expérience aux gens dans stratégie immobilier sur ce point-là, mais qui est un point essentiel. C'est-à-dire ta crédibilité, elle passe aussi au travers, bien sûr, il y a ton discours, du type d'opération que tu vas présenter et de la manière dont tu la présentes. On en revient, je reboucle à nouveau sur une chose, c'est que la manière dont tu présentes les choses, ça joue autant, voire plus, que la chose même que tu présentes. C'est ça. On est bien d'accord. Et tu dois emmener. J'ai toujours vu les les établissements bancaires comme des partenaires. Moi, j'ai toujours été, par exemple, tu vois, il y a quelque chose qui est fou pour les gens. Je n'ai jamais négocié un taux de ma vie en 15 ans. Jamais de ma vie. J'ai jamais eu cette discussion-là parce que c'est une mauvaise discussion à avoir pour moi. C'est une mauvaise. Ah, je C'est le, pas une bonne discussion. je le vois au C'est quotidien. Je le vois au c'est quotidien. pas une bonne discussion. Moi, j'attends le gars qui veut argumenter là-dessus avec moi. Je lui dis, y a pas de problème. Je suis prêt à en discuter. Mais si tu t'inscris dans la durée, si tu veux des partenaires sur la durée, ces partenaires-là, ils doivent vivre aussi. C'est comme les gens qui sortent les assurances, qui délèguent les assurances à côté, dans du locatif. C'est impensable pour moi. C'est impensable. C'est-à-dire, tu es en Pourtant, train de dire à un partenaire, alors, moi, j'ai un jeu super à te proposer. Regarde, j'ai un jeu super. Toi, tu vas m'aider. Moi, je vais gagner de l'argent, mais toi, tu vas que en perdre. C'est un tu super vas jeu, prendre le ça. risque. Tu vas prendre que le Voilà. risque. Et potentiellement, quand on comprend un peu le milieu bancaire, on sait très bien que parfois, l'établissement bancaire perd de l'argent en te prêtant de l'argent. C'est comme ça, parce qu'il l'achète plus cher que tu ne le prêtes. Donc, c'est assez basique. Il va réussir à retrouver un petit peu de rentabilité sur les produits annexes, donc l'assurance notamment, sur d'autres produits. Ça peut être de la téléphonie, ça peut être, il y a plein de produits, hein, aujourd'hui, que dans le monde bancaire que tu L'épargne peux vendre. financière. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Moi, je discute très régulièrement avec mes partenaires bancaires en leur disant, OK, aujourd'hui là, est-ce que vous avez besoin d'un truc? Est-ce que, par exemple, si il y a eu, là en ce moment, les banques faisaient des offres aussi sur, grosso modo, tu bloques de l'argent, on va te le rémunérer parce qu'ils ont besoin de ce cash aussi pour d'autres choses. On va pas rentrer dans les éléments techniques, mais bref, tu essaies de comprendre aussi ce dont ton interlocuteur a besoin pour se sentir à l'aise dans la relation, parce que c'est une relation que tu veux durable. Et si tu fais pas cette démarche, c'est exactement la même chose lorsque tu recrutes des gens. C'est pareil.
Il faut créer l'environnement qui soit propice à une performance durable. Voilà, ça c'est l'objectif. Et donc j'ai jamais eu de non. Et moi j'ai même eu une banque. À part, je crois qu'elle m'avait financé une dizaine de biens en locatif. Et elle m'a dit, Monsieur Schlumberger, on vous propose d'aller voir un autre établissement bancaire pendant quelques temps. Parce que nous, aujourd'hui, le risque est sur votre tête, avec le niveau d'encours qu'il y a et le niveau du capital restant dû, il faut aller voir un petit peu ailleurs. Mais c'est une discussion saine, c'est très bien. C'est très bien. Et au moins, c'est une discussion qui amène, parce que peut-être que 5 ans après, j'y reviendrai et on refinancera des choses et ça sera cool. Mais il faut le voir comme ça. Je sais qu'au début, c'est très difficile. Peut-être c'est cette chance. Moi, j'ai eu cette naïveté au début de me dire, ouais, je vais créer un empire. Non, mais je vais créer un truc. Je suis pas là pour investir dans 2-3 biens. Donc, il faut que j'ai des partenaires solides qui croient en moi, qui sont en train ils aiment l'histoire que je leur raconte. Et tu vois, d'une manière générale, moi, je le vois avec tous les partenaires que j'ai, que ce soit mon expert comptable, l'avocat, le notaire, et ils me disent à chaque fois, putain, mais nous, on vit votre vie, quoi. On est en train de, au travers de vous, on vit un truc, c'est enthousiasmant, quoi. Et je leur explique les anecdotes, tu vois. Mon expert comptable, je lui envoie des photos de biens rénovés. Alors qu'on se connaissait pas, mais tu essaies de créer quelque chose où chacun va trouver du plaisir, mais également gagner sa vie. De la même manière, un expert comptable, un notaire, je me suis jamais dit, alors les honoraires, les machins. C'est pas que je m'en fous de l'argent, c'est pas ça. C'est que je pense que j'ai beaucoup plus à gagner à investir mon temps et mon énergie à trouver des projets rentables qu'à aller négocier 0,5% sur mon taux. Je préfère que l'établissement bancaire continue à me financer plutôt que de gagner 0,5 sur mon taux. Et puis de fait, justement, tes partenaires, s'ils aiment bien travailler avec toi, c'est même eux qui vont faire la démarche. Moi, je le vois côté banque, je suis banquier pro, mais j'ai été aussi banquier part. Voilà. Quand un client, tu sais qu'il t'amène des beaux projets, que tu vas faire de belles affaires avec lui en dehors de l'IMO, etc., bah, c'est toi, de ton fait, qui viens lui faire des belles conditions. Mmh. Je le vois aussi, moi, tu vois, avec ma notaire, avec qui je fais toutes mes opérations depuis le début que je fais du locatif. C'est elle, de son fait. Et puis, tu vois, je lui recommande je vais recommander mon cousin, je vais recommander mon meilleur ami, mon frère, d'autres amis, etc. C'est elle qui, à la dernière opération, me dit, bah, écoutez, on va faire un geste sur les frais, que je vous applique, au vu du monde que vous m'amenez, au vu de votre fidélité, etc. C'est en travaillant avec ces gens, en ayant, comme tu dis, ne pas forcément regarder ce qu'on te facture, c'est eux qui, de leur fait, vont te faire des belles conditions. C'est obligé. En tout cas, c'est ma vision à moi, tu vois. Oui, je pense que c'est parce que tu vois long terme aussi et que tu as envie de continuer à avancer là-dessus, et que la confiance est un point essentiel aussi pour toi dans ce que tu mets en place. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, je dirais, dans ce type d'échange, c'est que au final, tout se reboucle. C'est-à-dire que si tu as une cohérence globale, parce que ce que je te raconte sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, sur mes investissements, en fait, il y a une cohérence. C'est les mêmes choses qui animent, en fait, et qui donnent une ligne directrice. Et c'est cette cohérence-là qui est essentielle. Le problème, souvent, c'est l'incohérence que les gens ont sur ces domaines-là. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, mais moi, j'ai une vision long terme. Ouais, je veux investir, je veux faire ça, etc. Et le lendemain, ils vont aller presser comme un citron leur partenaire bancaire. On est bien d'accord. C'est vraiment un sujet de cohérence. C'est ça. On n'enseigne pas, tu vois, je vais te donner un idée, mais nous, on n'enseigne pas à aller négocier son taux avec son partenaire bancaire. Non. Nous, on va enseigner à présenter de manière optimale son projet à un partenaire. C'est deux visions totalement différentes, deux approches différentes des relations qu'on veut créer. C'est ça. Et ça a été pensé. C'est des choses qu'on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on veut créer aussi? Comment est-ce qu'on voudrait, idéalement, que les personnes qui nous font confiance pour les accompagner puissent exprimer derrière comme d'un point de vue comportemental. Il y a cette responsabilité. Quand tu formes les gens, de toute façon, tu as cette responsabilité aussi derrière.
Oui. Il y a très peu de truands qui ont formé des gens honnêtes, quoi. Bah, je sais pas, enfin, j'ai pas d'exemple comme ça, j'essaie de trouver là en live, mais c'est difficile, quoi. Non, il y en a pas. C'est difficile. Mais ouais, moi, ça fait 11 ans que je travaille en banque et je peux te le dire, je me suis épuisé sur des dossiers, sur des clients ou même sur des prospects comme ça qui voulaient en fait, qui ponçaient, donc qui allaient voir 3, 4 établissements en même temps. Moi, il y avait pas de souci, je suivais sur certains projets, je leur disais, bah, écoutez, moi, voilà, vos revenus, ça le fait, le projet est bien, je vous suis. Et en fait, ils me ponçaient sur les conditions et en fait, au bout d'un moment, j'étais épuisé, je me disais, bah, écoutez, c'est pas grave, partez. Allez voir la concu si ça fait mieux ailleurs. Et en fait, ces gens-là revenaient 2 ans après bah, pour d'autres projets. Bah, je leur disais, bah non, moi c'est pas le partenariat que je veux avoir avec mes clients et on n'a pas tous cette vision. Et je te rejoins là-dessus. Faut voir long terme. Faut voir long terme. Encore plus quand tu es dans l'immobilier, que ce soit du locatif ou du marchand ou même dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, moi maintenant, je gère des boîtes, ou des chefs d'entreprise qui ont des grosses structures. Voilà, minimum 800 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs millions. Et je vois, j'ai des clients, ça fait, alors moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an que je suis sur ce poste-là. Mais eux, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont partenaires chez nous. Et pour lesquels au début, on avait 100% des flux. Et pour qui c'est nous, justement, manque. On dit, bah voilà, on a trop nos cours. Allez voir tel partenaire, on partagera. Mais c'est des gens qui voient long terme et qui voient plus le développement de leur société, qui voient le développement de leur patrimoine avant, on va dire, la rentabilité immédiate d'un projet. Donc, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Tout à fait. Ce que les gens ne voient pas souvent, c'est que, bien sûr que c'est normal, on veut des résultats rapides, mais ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Regarde la réalité. Moi, je vais te dire, j'ai créé mon entreprise de marchand. Donc, je partais de zéro. Je crée mon entreprise de marchand. J'avais mon expérience au locatif avant, etc. En 1 an et demi, 2 ans, je gagnais plus que le salaire d'un membre d'un comité de direction d'une multinationale. Avec cette activité qui était une activité annexe pour moi. C'était vraiment, j'y passais peut-être le samedi vite fait quelques heures. Mais donc tu atteins tu peux gagner, à l'époque, j'ai gagné plus de 150 000 euros par an là-dessus. Donc on se rend pas compte, on se dit ah ouais mais non, mais si je négocie pas tout, etc., je vais pas gagner. En faisant bien les choses, vraiment, la puissance du système mis en place, s'il est vraiment cohérent, amène des résultats incroyables. Et d'ailleurs, on a des résultats incroyables. On a des élèves sur des premières opérations qui ont fait beaucoup mieux que ça. On a un gars là, et c'est un exemple qui vient en tête là. Le gars, il travaille de nuit chez Michelin. Donc bon, c'est quand même contraignant de travailler de nuit. Donc pas un gros à l'usine, donc pas un revenu incroyable. Il fait une opération, l'achat de la maison, je crois, c'est dans l'est de la France. Il doit être autour de 50-55 000 euros la maison, à peu près. Il rénove la maison, il prend le temps, il fait une partie lui-même, c'est vrai, il fait une partie lui-même. Plus-value, il a revendu. Plus-value sur la première opération, 109 000 euros. Incroyable. 109 000 euros. Le gars a suivi les process à la lettre. C'était un gars et tout le monde le dénigrait. Il nous disait autour de lui, les gens ils disaient ouais et tout, tu t'es fait, c'est n'importe quoi, tu perds ton temps, etc. Il a pas écouté ça. Il a appliqué les process. Il a pris son temps. Alors peut-être que s'il avait délégué une partie des travaux, il aurait gagné que 70 000 euros. Ok. Ça va quand même. C'est déjà pas mal. Donc ça va plus vite que ce qu'on imagine et ça change la vie. Pour une personne qui gagne ce qu'il gagne, c'est plus d'une vie d'économie. Voilà. C'est fou. Moi, j'invite les gens peut-être qui écoutent à se poser la question. Si tu gagnes à peu près 2 500 euros par mois, regarde combien tu économises par mois, si tu économises, si tu mets de côté, et essaie de voir le nombre d'années qu'il faut pour gagner 109 000 euros. Voilà. Un paquet. Je crois que l'épargne moyenne par an, on est à 2545 euros. 2543 exactement. L'épargne moyenne. Bon, bah voilà. Donc, faut faire le calcul. Donc, t'es à 45 ans à peu près, quoi. Voilà. Bon, bah, une vie.
Une vie d'économie. Ok. Et ça paraît fou, mais y a des exemples concrets comme ça, nous on le voit. On a souhaité également avec Baptiste accentuer ça, un petit peu, je dirais, démocratiser la chose en montrant les choses. Là où beaucoup font des effets d'annonce, c'est ce que je disais au début, entre la parole et les actes, il y a une grosse différence. Des gens qui annoncent des choses, c'est facile d'annoncer des choses. Sur notre chaîne YouTube, on a fait en sorte qu'il y ait des centaines de personnes qui montrent leurs projets, qui montrent les actes authentiques, et là on voit du concret. Et je pense que ça c'est pareil, c'est aussi ne pas avoir peur, assumer aussi les choses. Parce que c'est à double tranchant, hein. Si tu le fais et que c'est pas des résultats fous, c'est pas top. Et là-dessus, pareil, moi je crois que c'est à nouveau c'est l'humain qui fait que on aime bien les effets d'annonce. Et pour ça, le monde internet, c'est horrible. Moi, j'ai découvert ça. Peut-être je suis vieux con là-dessus, mais mon Dieu. Ça me paraît fou. Ça me paraît fou que des gens s'autoproclament experts alors qu'ils ont 2 ans d'expérience dans quelque chose. Moi, ça me paraît extraordinaire. Et bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Ok. Et je sais que tu as un timing serré, au niveau de ton planning. Je vais te dire parce que justement, j'étais pour rien te cacher. Moi, c'est bon. On peut encore discuter tranquillement 20-25 minutes sans problème. Ouais. Ok. J'aimerais qu'on clôture la partie, on va dire, marchand et la partie locatif. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu l'as partagé, je crois, sur ton LinkedIn. Il me semble avoir vu là-dessus. En locatif, tu as une quinzaine de biens, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près. Ouais, qui tourne. Hein. Moi, je suis partisan de faire vivre ça. J'en rachète. J'en ai aussi avec Baptiste. Qu'on a acheté ensemble. Sinon, le reste, c'est en perso. J'en détiens aussi sur mes entreprises. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'effet de levier des entreprises qui fonctionnaient. Notamment, par exemple, mon entreprise marchand de biens, j'ai de l'investissement locatif dans mon entreprise de marchand de biens. Au sein de ton entreprise, ok. Tout à fait. Ouais, dans les statuts de mon entreprise, j'avais intégré ça, qui me permet de louer pendant... alors, le statut de marchand de biens, si tu bénéficies des frais de notaire réduits, hein, qui sont de 3%. 3%. Ouais, non, mais c'est 5 ans la durée de détention, c'est ça? 5 ans, exactement. 5 ans. Bon, après, on vient pas te rechercher le bien, hein, c'est juste que tu dois rembourser l'écart et puis tu as une pénalité. Mais donc, je fais de l'investissement au travers aussi des sociétés. Donc, de l'habitation, essentiellement, local commercial, de la maison, de l'appartement. Voilà. Et après, toujours dans ma zone. Ok. Et en exploitation, du coup, c'est quoi? C'est de la location longue durée? C'est de la courte durée? Aucune courte durée. Aucune courte durée, ok. Non. Dans un but de... Non, parce que trop chronophage, c'est pas du tout ma perspective que je souhaite. J'ai des rentabilités qui sont très intéressantes déjà. Je suis en région parisienne, moi, dans l'ouest de Paris. Et j'ai déjà des rentabilités de l'ordre de 10% sur la région parisienne avec des grosses plus-values latentes. Donc, j'ai pas beaucoup à aller chercher avec la courte durée et surtout beaucoup plus d'ennuis et de gestion. Donc c'est pas mon truc. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien. Moi, c'est pas ma vision. On a une chose qu'on a d'ailleurs en commun avec Baptiste, c'est qu'on a fait construire une villa à Bali. Et cette villa à Bali, elle, on l'exploite en courte durée. Effectivement, hein, c'est vraiment, mais c'est totalement délégué. On ne fait rien. Ne fait rien. On relève les compteurs, c'est tout. Donc consulter les chiffres en fin de mois. Et on fait les virements et puis voilà. Donc ça c'est vraiment très clair là-dessus. Et sur l'activité donc d'achat-revente, là aussi moi j'ai pas de sujet avec les chiffres. C'est une activité qui m'a généré à peu près 4,5 millions d'euros que je fais en toute franchise. Je suis opportuniste. Je ne cherche aucun bien. Je cherche pas de bien. C'est quoi? C'est comme tu disais le off qui c'est le off market qui fait que. D'ailleurs juste après là j'ai un déjeuner avec un directeur d'agence qui est un gros apporteur. J'ai dû acheter 7 ou 8 biens avec lui. Je prends plus le temps de très rapidement en fait ça s'est arrêté ça. Les gens aussi ont du mal à saisir, mais je préfère passer du temps à entretenir un réseau d'apporteurs d'affaires. Même s'ils m'en apportent pas, j'ai des gens que je côtoie depuis 5 ans, avec qui je vais déjeuner régulièrement, etc. J'aurais jamais rien acheté. Et ça les frustre beaucoup plus que moi. Ils me disent, mais quand même, on est gêné parce qu'à chaque fois et tout, je dis, mais vous en faites pas, c'est rien ça. C'est rien. Un jour. Et puis,
un jour on prendra le plaisir de travailler ensemble, parce que je leur dis, mais je dis, vous ne devez rien. Si c'est un plaisir ou pas d'être là et de déjeuner ensemble, oui, bah ça suffit. Et puis quand t'es avec des gens intéressants et aussi intéressés, du coup, tu passes du bon temps et puis ça rejoint le côté humain que tu aimes aussi au quotidien et qui t'anime. Voilà. Puis je pense que je suis plus doué là-dessus que dans d'autres domaines. Voilà, donc je développe aussi ces domaines-là. Tu vois, les entreprises dans lesquelles je suis associé, ou tu vois, avec Baptiste par exemple, mais pas que. Moi, je m'occupe surtout de la partie managériale, recrutement, Ok, et de la partie vente. ok. Voilà. Bah, tu vois, j'allais te demander du coup tes rôles au sein Ouais. de l'entreprise. Donc là, je voulais qu'on parte un petit peu sur la boîte que tu as avec Baptiste, dont on a parlé dans le Ouais. podcast, mais aussi tes autres structures. Mhm. Donc voilà, tu disais pour le management, les ventes, etc. Je voulais savoir moi un petit peu. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu Ouais. étais cofondateur et associé de Kinoto et de Ouais. la Business Woman Academy aussi, Tout à qui fait. sont deux structures différentes Ouais. de stratégie IMO que tu as avec Tout à Baptiste. fait. Est-ce que Mhm. tu peux nous en dire plus sur ces deux structures? Comment tu les as créées? Quel est leur rôle? Et puis quelle est la suite à ce niveau-là? Alors la première Kinoto, c'est une entreprise qu'on a avec Baptiste, hein, qu'on Ouais. a décidé de créer avec Baptiste, qu'on a décidé de créer parce que on a eu, c'est assez paradoxal. Souvent, tu sais, tu crées quelque chose parce que tu as une idée, etc. Là, c'est plus parce qu'on était beaucoup sollicité sur un sujet. C'était de pouvoir accompagner des gens qui ont une expertise dans un domaine, peu importe le domaine, ça peut être la cuisine, ça peut être ce que tu veux, quoi. Et qui disaient, ce que vous avez créé avec Stratégie Immobilier, le système complet de la vente de formation, Ok. la manière de vendre, la manière d'avoir des retours clients positifs, la qualité de ce que vous faites, les échos qu'on a autour, parce que c'est quand même, Stratégie Immobilier, c'est là depuis 4-5 ans déjà, hein, et dans le milieu digital, c'est énormément de temps, hein, 4-5 ans, parce que tout va très vite. Et donc, on a eu beaucoup de demandes spontanées, beaucoup trop d'ailleurs, honnêtement. Et là, on s'est dit, bon, il faut structurer les choses. On est très, pour le coup, on se rejoint là-dessus. On est très organisé. Donc, on s'est dit, on va structurer ça pour offrir un cadre, comme toujours, un cadre propice à la performance pour des gens qui voudraient qu'on les accompagne sur justement la, la création d'une formation sur un domaine précis. Donc c'est Ok. comme ça qu'est né Kinoto Kinoto. Ok. avec Baptiste, exactement. Sur, tu peux le voir comme sur un incubateur mais nous la vision qu'on avait, c'était ça. On s'est dit ok, il faut créer l'environnement le plus favorable. Donc qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on demande aux partenaires de faire, c'est un peu ça qui s'est fait. Donc Ok. ça c'est la vie. Alors il y a beaucoup de sujets très confidentiels dessus, des choses dont je peux juste pas parler. Bon voilà, ça peut ce que je pense se comprendre parce qu'il y a des projets qui naissent, comme il y a des projets aussi qui meurent. Hein. Faut reconnaître la vie, c'est ça, c'est avancer. On a des expériences et puis bon, fort heureusement, on a beaucoup plus qui naissent qui meurent avec ça, donc c'est très bien. Et une entreprise, alors là où je peux parler beaucoup plus librement parce qu'on a l'accord aussi de notre associé qui s'appelle Méline Borajo, Ok. qui est c'est un peu comme Baptiste, je trouve, c'est un génie dans son domaine et, euh, et humainement quelqu'un de génial, de solaire, qui est une experte en e-commerce et qui, bon, pour la petite histoire quand même, parce qu'on dit experte, elle a réalisé plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière seule, donc c'est plutôt pas mal. Tout ça à 25 ans, aujourd'hui elle en a 26. Et qui a eu la volonté de transmettre ça spécialement aux femmes, c'est pour ça que ça s'appelle la Business Women Academy, Ok. et de créer un accompagnement sur ce sujet-là, mais un accompagnement global. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de se dire je vais t'apprendre à créer une boutique, à vendre des choses. Non, non. On va créer une activité véritablement. Ça peut être une reconversion, ça peut être un side business, ça peut être une révélation pour certaines, de se dire je vais créer ma marque de A à Z. Donc ça implique quoi? Bah, le produit, implique bien évidemment ta vitrine, donc le site que tu vas avoir, la commercialisation également du produit, le sourcing du produit, mais également la structure juridique que tu vas avoir, la fiscalité qui est liée, la stratégie long terme de ta marque, le stockage éventuel que tu feras. Bref, il y a tout ça. Et on a voulu professionnaliser les choses
comme on l'a fait d'ailleurs autour de l'immobilier, hein, puisque c'était le mot d'ordre sur stratégie immobilier, se professionnaliser véritablement dans deux types d'investissements, l'investissement au travers d'immeubles, l'investissement en marchand de biens. Voilà. Et on a créé cette académie avec Méline, donc tous les trois, avec Baptiste, hein, avec des rôles qui sont très définis, donc les zones de génie de chacun. Méline dans la créativité, dans son expertise métier également, dans l'animation de sa communauté. Baptiste sur la partie marketing, publicité, communication, et moi beaucoup plus sur la partie ressources humaines et la partie vente. Et donc c'est très cloisonné, on se fait totalement confiance sur les domaines d'activité de chacune et de chacun. On prend surtout beaucoup de plaisir. J'étais encore ce matin avec eux en appel et je pense qu'avant tout il y a énormément de plaisir. D'ailleurs, dans quelques jours, je m'envole pour Bali pour découvrir quand même notre villa Baptiste, parce que moi j'ai jamais vu. Ça fait 2 ans qu'on l'a, j'ai jamais vu. Donc on va quand même, je vais quand même aller jeter un œil et retrouver d'ailleurs Méline qui est actuellement. Donc et on a lancé ça il y a ça quelques mois. Ça fonctionne très bien. Il y a plusieurs centaines d'élèves déjà qui ont franchi le pas. On a surtout et avant tout des résultats d'élèves exceptionnels. Il y a d'ailleurs sur la chaîne de Méline, il y a des résultats d'élèves qui sont déjà exprimés, qui s'expriment en centaines de milliers d'euros. Donc c'est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Et je pense que ça sera une belle aventure déjà humaine pour nous, pour tous les trois. C'est nouveau pour Baptiste et moi aussi, hein, d'intégrer quelqu'un dans notre, et pour elle, elle était également. Donc il y a une expérience aussi collective qui est en train de se faire à ce niveau-là sur l'association. Et l'aventure humaine là est incroyable parce qu'il y a un véritable engouement qui se crée aussi autour de la personne de Méline. Là où avec Baptiste, on s'est jamais mis en avant sur les réseaux. On n'a jamais estimé, en fait, dans ce qu'on a fait sur l'immobilier, on n'a pas joué la carte personal branding. Nous, la stratégie, c'était de dire, ce que l'on veut avant tout, c'est des résultats clients. Et donc, on a tout fait pour qu'il y ait des résultats clients. On a tout axé là-dessus. Et on a travaillé là-dessus au quotidien, en investissant sur des personnes, des coachs qui interviennent au quotidien avec nos élèves, etc. Et ça a été vraiment la stratégie. Là, on découvre aussi la puissance d'une autre stratégie, hein, qui est aussi plus organique, avec une jeune fille. Je le disais, le mot solaire se prête très bien à Méline, qui regroupe une communauté et qui exprime à la fois l'expertise et à la fois la proximité qu'on peut avoir, tout en faisant ça de manière transparente. Et ça, c'est unique. C'est unique. Elle montre les choses, et nous, on a toujours été comme ça. On veut montrer les choses. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et je pense que ça joue dans la confiance que les gens vont pouvoir te donner ou pas. Oui, et puis c'est notre manière de faire. Vous le partagez au quotidien. Moi, j'ai regardé plusieurs de vos épisodes sur YouTube. Vous partagez au quotidien les réussites de vos élèves, que ce soit sur le locatif, que ce soit sur le marchand. Ouais. Et là, du coup, si vous faites la même chose, c'est fou. On partage ça avec elle. Hein. Elle a la même vision, de toute façon. Ok. Et sur stratégie, donc j'avais vu avec Baptiste, je crois que vous êtes un peu plus de 10 000 élèves formés, c'est ça? Oui, l'écosystème stratégie immobilier qui n'est pas que... on a l'accompagnement phare s'appelle Stratégie Empire. Voilà. Là, tu as entre 1200 et 1300 personnes qui ont rejoint cet accompagnement phare. À côté de ça, tu as 10 000 élèves parce que le groupe est gros. Alors, je vais pas faire la liste de tout ce qu'il y a dans le groupe, mais 10 000 personnes qui ont effectivement fait confiance à Stratégie Immobilier au global. Donc, c'est une aventure humaine, ouais. il y a pas mal de monde. Tu disais, donc autour de 10 000 élèves sur Stratégie Immobilier. Tu disais aussi une centaine de personnes sur la Business Woman Academy. Non, alors c'est plusieurs centaines. Hein. Ah, plusieurs centaines, d'accord. Ouais. Okay. Non, on est déjà à plusieurs centaines de personnes, alors que c'est un projet qui est très récent. Donc il y a un véritable engouement là-dessus. Ok. Et sur Kinoto, tu as un ordre d'idée du nombre de personnes accompagnées? Alors il y a pas de. Là, je te dis, il y a vraiment des données totalement confidentielles parce que je peux pas te donner le nombre d'élèves ni te donner le nombre de partenaires parce que certains veulent juste pas communiquer, ce qu'on respecte, hein, c'est pas. Et encore une fois, comme nous, on a cette vision avec Baptiste de dire, on veut pas se mettre en avant. L'ego de Baptiste ou de Marc, il va très bien.
Moi, je veux dire, mon ego, il va très bien quand, par exemple, je vais déjeuner ce midi avec un directeur d'agence immobilière. Je suis très content. Ça me valorise assez. J'ai pas besoin d'avoir ma photo placardée partout. Et donc, on se met en recul là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la Business Woman Academy, je veux dire, si les gens ont besoin de retenir quelque chose, c'est Méline Borageau. C'est pas Baptiste Perrin ou Marchou Merger. Parce que la personne qui a l'expertise, la personne qui crée cette communauté, qui fédère, c'est elle. Ok. Voilà. Nous, on est là pour essayer de faire en sorte que l'environnement soit le plus propice à la performance. Voilà. C'est ça notre rôle. Ok. Incroyable. Et donc là, tu fais partie de ces 3 structures. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, des projets à Alors, venir, j'ai mes des structures idées aussi personnelles, hein, qui sont ouais, la structure de marchand de biens, bien de sûr. marchand, ok, tu le disais. Plusieurs SCI également que je détiens. Alors, moi et ma structure, donc autant dire moi, quoi, parce que mais plusieurs SCI qui ont été créés, des SCI qui ont été créés avec Baptiste également. Ok. Donc c'est aujourd'hui, je dirais ça, c'est le noyau dur de notre activité au quotidien. Je mentirais si je te disais qu'on n'a pas des idées, des aspirations. Maintenant, tant que c'est pas concret, je te dis, moi je préfère pouvoir en parler avec des choses concrètes, des actes, plutôt que de dire ouais, on fait ça, on est en train de révolutionner le truc, etc. Et puis que on se reparle dans un an, que tu me dises au fait le projet X là, c'était ouais bah non non bon voilà. Mais le moment venu, avec plaisir pour en parler. Je, Ok. je pense que et Baptiste et moi, on a ça en nous et ça fait partie aussi de notre quotidien d'entreprendre. Donc, nul doute que ça évoluera. Eh ben écoute, je suivrai ça avec plaisir. Et je voulais terminer pour pas te retenir bien longtemps. J'ai 2 questions Ouais. que je pose pareil à chaque fois à mes invités. Avant-dernière question. Est-ce que est-ce que tu as d'autres passions que l'IMO? Tu lui parlais du sport, mais est-ce que tu Ouais. as voilà, est-ce que tu as d'autres passions que le sport, des choses qui t'animent au quotidien? Alors, autre que le sport. Alors, je vais le sport parce que le sport, c'est quotidien pour le coup. Hein. Ouais. Je m'entraîne quotidiennement, que ça soit la salle ou je joue aujourd'hui toujours au squash en compétition. OK. Donc, je m'entraîne vraiment beaucoup. Hein. Quand je dis beaucoup, je sais pas, je dois passer une quinzaine d'heures par semaine quand même. Donc, c'est pas neutre. Je cours aussi avec ma femme, donc ça prend aussi un petit peu de temps. Et je j'ai une vie simple. Enfin, ça paraît. Les gens s'imaginent aussi pas mal de choses. Oui, j'ai une vie avec du confort. Je prends du plaisir dans des choses extrêmement simples au quotidien. OK. J'ai pas besoin de grand chose. Aller déjeuner avec des amis. Je déjeune beaucoup au restaurant. J'aime beaucoup manger. Si c'est une passion qu'on peut mettre dans la liste, bien manger, j'aime bien. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc je fais en sorte de travailler assez pour pouvoir ne pas me poser la question de savoir si je peux aller au restaurant tous les jours ou pas. Voilà, ça c'est une question. Et puis j'ai découvert, et ça c'est grâce à Baptiste aussi, j'ai redécouvert un petit peu le plaisir de voyager. J'avais beaucoup voyagé plus jeune. Et après, ma carrière a pris le pas. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai jamais autant voyagé que depuis les 2 dernières années, depuis que je suis plus salarié. J'ai fait des choses d'ailleurs que je conseille à tout le monde, auxquelles j'ai jamais pensé. Zanzibar a été un très bon moment. J'ai passé du temps à Bangkok également. J'ai passé 2 mois à La Réunion. J'ai passé là plus récemment, j'ai passé un petit peu de temps à Malte avec la Business Woman Academy. Là, je repars à Bali et je vais faire une pige aussi sur des îles en Thaïlande derrière. Et on a un projet encore avec ma femme. On va voir un projet qui se dessine, mais peut-être très très loin du côté de Tahiti. Donc voilà, Incroyable. on va profiter de ça. Ça, c'est aussi les activités qu'on a aujourd'hui nous permettent ça. Aujourd'hui, moi-même, l'immobilier est c'est totalement passif pour moi. Hein. Je vais pas mentir, je vais pas dire aux gens que je suis sur. Je sais que les gens adorent ça, dire ouais, on se bagarre et tout au quotidien. Désolé, moi ça se passe bien. En 15 ans, j'ai jamais eu d'impayé de ma vie. Je gère tout moi-même, tout mon investissement locatif, je le gère en Ah, direct. OK. Ça me prend Bon, absolument pas de temps. Mes activités d'achat-revente, je ne cherche pas un bien, on me les apporte. Je privilégie aujourd'hui
des projets qui sont des projets avec très peu de travaux parce que ça me prend moins de temps. J'ai connu des plus gros projets, des projets de division foncière où j'ai réhabilité des vieilles bâtis, j'ai divisé en lots, j'ai revendu, etc. Aujourd'hui, je privilégie ça. Je trouve ça super. La dernière opération que j'ai faite, j'ai mis 4 jours un mec dans la maison qui s'est débrouillé tout seul. J'ai gagné en 4 jours 25 000 euros. J'ai trouvé que c'était rentable. Voilà. Très rentable même. Donc après, ça fait beaucoup plus rêver les gens, les projets qu'ils ont pu voir de division de bâti. Oui, il y a un projet, ça a fait 250 000 euros de plus-value. C'est super. Effectivement, c'est énormément d'argent. Maintenant, je fais des arbitrages sur tout ce que je veux au quotidien et j'ai trouvé un bel équilibre là-dessus. Donc Ok. ça me va parfaitement et je peux aller au restaurant. Voilà, et aller au sport. Et donc ça crée cet équilibre que j'aime bien. Ok, et du coup, on découle la dernière question. C'est Ouais. chaque fois je pose cette question aux invités. À mon sens, tu as répondu tout au long du podcast, mais du coup, essaye de nous structurer ça. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Ta vision à toi? C'est trouver un équilibre. C'est véritablement trouver l'équilibre qui nous rend heureux et qui rend notre entourage heureux. Et c'est un travail du quotidien. Voilà, il y a pas plus, je pense, que ça. Et quand tu arrives à trouver ça, c'est déjà un pas vers le bonheur. Moi, j'ai toujours dit aux équipes que je manage une chose, et ça, c'est un truc en lequel vraiment je crois, c'est que plutôt que de rechercher le bonheur, rechercher l'enthousiasme. Le bonheur, c'est souvent éphémère. C'est comme ça, c'est par nature. Et encore plus au travail, je suis navré de le dire aux gens, mais l'entreprise avec laquelle vous collaborez ou pour laquelle vous travaillez ne vous doit pas le bonheur. C'est pas son rôle. En revanche, créer la situation propice à la performance et à l'enthousiasme, ça oui, c'est vrai. Donc il est beaucoup plus pertinent pour quelqu'un, qui soit prestat, qui soit salarié, peu importe, de chercher l'enthousiasme au quotidien. Et l'enthousiasme au quotidien, c'est le chemin le plus direct vers le bonheur. Voilà. Ok. Écoute, incroyable ce podcast. Merci pour ton partage, Marc. C'était Non, mais merci à toi, Romain. Et puis je sais, parce que je pense que, et je l'entends la voix, tu es quelqu'un de modeste, mais j'ai regardé un petit peu ce que tu pouvais faire, la direction que tu prends sur l'investissement immobilier, etc. Et je ne peux que t'encourager. Je pense que la manière structurée dont tu approches la chose est la bonne manière pour avoir de très bons résultats et prendre beaucoup de plaisir dans ce que tu feras. Donc, et je te le souhaite vraiment d'avoir ce plaisir-là au quotidien. Merci. Et puis, tu vois, ça rejoint ce qu'un copain à moi dit tout le temps, qui a un podcast aussi, Tony. Il dit le plus important tout le temps, c'est pas la destination. Parce que moi, tu sais, j'ai une vision, tu vois, à moyen et à long terme. Mais il dit tout le temps, c'est pas la destination, c'est le chemin. En fait, c'est prendre du plaisir au quotidien, c'est être heureux au quotidien. Alors forcément, avec des inconforts sur ta situation. On va dire mon inconfort à l'instant T, c'est mon job de banquier qui me prend énormément de temps, mais je prends aussi du plaisir au quotidien avec les collègues, avec les clients que je reçois, les gens intéressants et surtout, je dis intéressés que je vois au quotidien. Donc c'est plus important, c'est le chemin. Je partage l'avis. Entièrement d'accord. Eh ben, écoute, merci Marc. Mais merci à toi et puis je te souhaite une excellente journée, Romain. Merci. À très bientôt. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!